Et re à tous, voilà, on est maintenant en présence de Space Kairo. Super. Alors n'hésitez pas à me dire si vous l'entendez bien dans le chat, c'est important. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, j'ai pas le meilleur placement de micro, malheureusement. Il n'y a pas de souci avec ça. Décalé un peu peut-être, parce que maintenant, Ouais. le fait qu'il était là temporairement, mais je me rends compte qu'en fait, ça prend beaucoup de place. Bah, c'est vrai qu'il est... Finalement, le bras arrive devant ton visage. Oui, bah en fait, il est pas. En fait, normalement, il est accroché derrière mon bureau, mais il Ouais. avait bougé et je l'avais juste remis là temporairement pour pouvoir discuter. Ok, ouais. C'est vrai que j'avais pas eu besoin de ma webcam depuis un moment, du coup, j'avais pas capté. Et ouais. Et ouais. Ok, donc Space Kairo, si vous ne connaissez pas, streamer depuis 2017, c'est le boss d'une boîte d'audiovisuel. Il a travaillé chez No Life et si vous regardez son stream, vous le trouverez en just chatting et en musique. Est-ce que tu es ok avec cette petite description? Alors, j'ai commencé en 2016, fin 2016. Ah ouais, 2016, septembre. oh là là. Ouais. D'accord. Ça marche. Mais du coup, oui, effectivement. Première question, première chose dont je voulais parler, c'était un petit peu ton métier dans l'audiovisuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, en quoi consiste ton travail? Bien sûr. Alors moi aujourd'hui, en fait, je fais plein de choses. Dans l'audiovisuel, il faut être polyvalent, donc il faut savoir faire plusieurs choses. Aujourd'hui, je suis live prod, donc c'est-à-dire que j'organise des productions en live. Donc ça va être de la captation ou d'un événement ou d'une conférence, en tout cas de quelque chose qui se passe à retransmettre direct sur une plateforme, que ce soit les plateformes publiques comme YouTube, Twitch, Instagram parfois, et ça c'est l'enfer. Ou des plateformes Instagram, privées. Il y a sur des directs Instagram par exemple, des choses comme ça. Et dès qu'on me dit Instagram, le budget il change parce que en fait on peut streamer que sur téléphone, sur Instagram, sauf si tu utilises des espèces d'arnaques moldaves qui permettent de streamer, de simuler le fait que tu as un téléphone avec ton PC. Et en plus c'est que du vertical, donc c'est toute une autre disposition, quoi. Ah ouais, pour les caméras en plus, ouais. Ah ouais, assez fou, ouais. Et du coup, toi, ton rôle dans la boîte, qu'est-ce que c'est, toi? Parce que c'est toi qui as créé la boîte. C'est ça. Donc, mon père est gérant de la boîte, puisque lui, il a géré plein de boîtes dans sa vie. Donc, je me suis dit, c'est bien que lui soit gérant. Et puis, comme moi, je suis intermittent, ça me permet de continuer à intermitter. Et, et voilà, et j'ai un ami qui est associé de la boîte, c'est Nathan Wolf sur les internets. D'accord, ouais. Et ça fait combien de temps du coup que tu as cette boîte? Alors, elle est née. Alors, attends, j'essaie de trouver un truc pour le micro aussi, pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Peut-être là, c'est bien comme ça, voilà. Temporairement, ça fera le job. Oui. Excuse-moi, ta question c'est quand elle est créée? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, elle était dans les tuyaux depuis début 2016. Ouais, c'est la période où tu travaillais chez No Life, c'est ça? Fin 2015, début 2016, tout à fait. Et elle est née en 2017. Fin 2017. Ok, d'accord. Et ouais, voilà, une question qui vient par rapport à ce genre de taf où il faut finalement connaître du monde. Ça a été difficile pour toi de trouver des contrats et trouver des contacts et tout ça pour bosser au début? Alors, dans mon métier de manière générale ou pour la boîte? Pour la boîte, ouais. Parce que en fait, moi, j'avais déjà, si tu veux, un carnet d'adresses en tant que technicien. Ouais. Et quand j'ai commencé à vouloir bosser qu'avec la boîte, il a fallu un peu tout reprendre de zéro. Ah ouais? Comment ça se fait? Bah en fait, là où tu bosses en tant qu'intermittent, c'est-à-dire qu'il y a une boîte qui tourne, elle a besoin de techniciens et va te donner un rôle sur une prod qui est déjà organisée. Là, c'est toi qui organise des prods. Du coup, tes contacts, c'est plus censé être des prestataires, mais des clients. D'accord, ouais. Alors même si parfois on a quand même des gens qui sont des prestataires et on nous fait sous-traiter des choses, c'est-à-dire qu'on vient en renfort sur certaines missions. Généralement, on va directement traiter avec les clients. Donc ça, c'est des clients, ça c'est des
c'est des contacts que j'avais pas vraiment, si tu veux, au départ, vu que tout seul, c'est un petit peu compliqué de répondre à une demande qui demande plusieurs personnes. Ouais. Ok, d'accord. Et ouais, ton premier carnet d'adresses que tu avais avant en tant que technicien, tu l'as développé comment? Alors, moi j'ai commencé à bosser il y a un peu plus d'une dizaine d'années dans l'événementiel autour du jeu vidéo. C'était sur les premières Paris Games Week, en fait. D'accord. Et j'essayais de... Bah, en fait, au départ, tu sais, je kiffais le fait de faire des événements et de rencontrer du monde. Et c'était cool. Et puis, plus tu rencontres du monde, plus déjà ça te fait une sorte de petit carnet d'adresses. Au début, tu t'en rends pas compte. Plus tu te dis, ok, il y a peut-être moyen de bosser pour ces gens-là. Puis ces gens sont pas forcément des boîtes de prod et c'est des gens que j'ai recroisés plus tard avec ma société. Ouais. Et tu te dis, bon, bah maintenant, faut rencontrer des gens, il faut que des gens sachent que j'existe et que je suis vivant et que je travaille. Ouais. Donc, ce que j'allais faire, c'était que je regardais tous les événements qu'il y avait et j'allais squatter les événements. Ah, c'est marrant. Par exemple, t'avais des galas, des machins comme ça, et j'allais squatter les galas ou devant les galas et fumer des clopes avec des gens. Pour discuter avec eux. Donc, j'ai discuté avec plein de prods, de plein de trucs. Beaucoup d'événements ciné au départ. Trop bien. C'est eux qui font le plus de rencontres, de galas et de buffets à volonté. Des moments, même quand toi t'es pas invité parce que t'es un nobody, t'arrives à rentrer dans des trucs. Parce qu'à un moment tu vas croiser des gens, ils vont te trouver sympa, ils vont dire bah allez viens. Ah mais c'est trop bien, j'adore l'astuce d'aller fumer une clope devant le gala, c'est trop bien. Et non, mais non, ne fumez pas, hein, c'est pas bien, mais les clubs m'ont permis de rencontrer une quantité de personnes. C'est impressionnant. Mais tu connaissais personne, mettons que t'as un événement où tu connais personne, et t'arrivais quand même à créer le dialogue avec des gens que tu connaissais pas. Ouais. Ça, c'est assez fou. Bah, tu sais, alors il y a plusieurs techniques quand ça, je suis curieux de savoir. Ou alors tu vas voir des gens et tu leur dis, tu vois qu'il est tout seul et tu fais. Et du coup, toi, tu fais quoi? Tu vois, le fameux, t'es dans le métier, et du coup, t'es là et tu dis, bon, allez, bon, part. Et puis, pour engager la discussion, parce que c'est toujours compliqué de sortir les premiers mots, la première phrase qui marche bien, c'est t'as pas du feu? Ah ouais. Et ça marche. Ou t'as pas une clope à dépanner et d'un coup le temps que la personne sorte le briquet, sorte la clope, t'es là, tu touches 2-3 mots et généralement tu finis. Encore une fois, ne fumez pas, c'est extrêmement mauvais. N'ayant jamais fumé, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce genre d'astuce. Mais c'était en fait il y a un côté social dans la clope. Ouais, c'est assez impressionnant. Voilà. Et c'est tout le monde se retrouve dehors dans le froid pour assumer sa dépendance. Et parfois, tu te dis, ouais, mais du coup, je suis tout seul à fumer ma clope. Et quand t'as quelqu'un qui vient te parler, tu te dis, oh, ok, c'est bien, c'est cool. Et souvent, ce gars-là, c'était moi. Ah, mais c'est trop drôle. Ah, d'accord, ouais. Et du coup, comme ça, en ciblant un peu les endroits où t'allais voir où il y avait des gens, quoi, et t'arrivais à te faire des contacts qui t'ont aidé. Ouais. Pour le pro. Putain, c'est fou. Complètement, ouais. Il y a, alors, je crois que le truc le plus drôle, alors c'était un peu plus tard, j'avais déjà rencontré du monde, et c'est un soir où je pouvais rencontrer vraiment du monde. Ouais. C'était la soirée Minitel et Fulgur au Point qui était organisée par Davy Mourier au Grand Rex. Ouais. Et à l'époque, je travaillais déjà à No Life et on devait faire la captation de l'événement avec les équipes de No Life. Ok. Donc j'étais cadreur sur ce truc-là. Je devais arriver un peu en avance au Grand Rex, alors un peu en avance, c'est-à-dire quand même vachement moins en avance que les gens qui font la queue qui sont là 24 heures avant. D'accord, ouais. Ah ouais, tu dois arriver des fois une journée avant? Moi, en tant que technicien, non, mais les gens qui font la queue, ils sont d'accord, ouais. Et j'arrive là-bas. En fait, non, j'arrive là-bas. Je reçois un mail de Alex Pilot qui était l'un des papas de No Life. Ouais. Directeur de la programmation, et qui m'envoie un mail et qui me dit Doug,
En fait, voilà, ils ont décidé de prendre leur équipe sur place, enfin leurs équipes internes pour faire la captation. Du coup, c'est cuit. Ah. Et ce mail, je le vois hyper tard. Je le vois, je suis déjà en train de partir en fait. Ah ouais. Et dans T'as ma fait comme tête, si tu l'avais pas vu. et je lui dis merde, mais j'étais déjà en train de partir, tu vois. Ouais. Et je me dis merde. Et du coup, bah, je fais pas demi-tour en fait. J'arrive là-bas et je me dis, je vais voir avec Alex parce que je savais qu'Alex il serait quand même sur place. Ouais. Et j'ai joué le con. Effectivement, j'arrive, je passe devant tout le monde et je dis salut, je fais partie de l'équipe technique, je viens pour cadrer. Ah oui, d'accord, pas de souci, venez avec moi. Puis du coup, t'as une nana qui vient et qui m'escorte. Elle m'amène dans les loges, je découvre du coup la face cachée, enfin la partie cachée de l'iceberg du Grand Rex qui est gigantesque en termes de sous-sol. Mais c'est délirant, j'ai jamais vu ça et jamais j'aurais imaginé qu'il y avait autant de sous-sol au Grand Rex. Ouais. Je croise du coup plein de gens qui sont invités. Et là, on croise évidemment Alex et qui me fait Doug, t'es là? Et je lui fais oui. Et il me dit mais du coup, on travaille plus aujourd'hui. Moi, je suis là parce que bon, je file des coups de main à plein de niveaux, mais du coup, tu cadres pas. Et moi, dans ma tête, je fais ah merde. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et j'étais du coup escorté par cette hôtesse du Grand Rex qui me dit ouais, bon, vous inquiétez pas, on va vous trouver une petite place. Donc je me retrouve avec une place carré-or VIP et une invitation pour le cocktail à la fin. Ah ouais. Donc je dis ok, donc je regarde le spectacle, je suis assis tout devant, je suis assis entre Navo et je sais plus qui avait à côté de moi. Donc cool. Et à la fin, bah, je vais au cocktail et c'est là où tu te dis, ok, là je commence à connaître moins de monde ici. Il y en avait 2-3 que j'avais déjà croisés, donc je discute avec eux. J'ai toute l'équipe de French Nerd qui est là. Ouais. J'ai Aken Kojandi avec qui je discute. Il y a tout plein de gens. Trop Et drôle, puis putain. il y a Davy que je connaissais un petit peu parce qu'on bossait à No Life. Ouais. Et puis à un moment, on se tape des bars avec je sais plus qui, et puis ils disent ouais allez venez on va au resto, tiens viens avec nous. Et puis du coup bah, je suis là, et c'est à moi qui dis ça, et finalement on se retrouve à 6 ou 7 au resto avec Davy, avec Ken Kojandi, avec des gars de Fatal Picard. Trop cool. Donc il y avait plein de gens, il y avait, Ah il y ouais. avait des gens de French Nerd, et il y avait aussi un autre Crésius. techos de No Life. Et là, Aurélien qui était monteur et qui était mon mentor à l'époque. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé à dîner dans un resto avec ces gens-là, avec qui Trop bien. quelques années plus tôt, je me suis dit putain, un jour je vais faire la même chose qu'eux. Donc voilà, c'est ce genre de truc-là. T'as bien fait de pas lire le mail. Quel mail? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Trop drôle, ok. Et ouais, du coup, tu parlais des Paris Games Week avant que tu faisais, et du coup, tu y allais en tant que spectateur, c'est ça Jamais. Ah, jamais. Ok. Ah là 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 là. Ne faites pas les Paris Games Week en tant que spectateur. Vu comment tout le monde en parle, ça a l'air assez terrible, quoi. Moi, j'ai jamais fait. Mais... Si vous arrivez à vous démerder pour avoir une accred pour aller à la soirée presse, allez-y, profitez-en parce que la soirée presse, c'est cool. D'accord. Mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, t'as le temps de discuter avec les gens, en plus tu peux finir complètement rebou à la fin. Une soirée presse qui a réussi, c'est une soirée presse où tu finis rebou. Il y a du champagne littéralement sur tous les stands. En plus, si tu vas sur le stand de Marcus, ils ont une tireuse à bière. Enfin bon. C'est le festival de l'alcool et des petits fours, mais passé une certaine heure, c'est-à-dire que ça commence à 16h, au début tout le monde est là, oui on va vous présenter nos trucs et tout, et puis à partir d'un moment ils ferment les stands, ils ferment les consoles, et c'est que des grandes tables avec du pinard, et c'est assez rigolo. Et en fait la première fois que j'ai bossé là-bas c'était avec Bethesda. Ok, trop stylé. C'était pour la sortie de Skyrim à l'époque. 2011 donc. Exactement. Ok. Ah ouais, donc la première fois que tu y allais, c'était pour le taf. Ouais. C'est ça. Et j'ai bossé tous les ans depuis, sauf une année. D'accord. Et ah ouais. Donc comment t'as fait pour avoir ce taf? C'était quoi le taf que tu faisais avec Bethesda là exactement? Alors je les aidais à tenir le stand. Je m'occupais des PC sur place. Ouais. C'était pas encore mon métier. D'accord. Et tu faisais ça en bénévole du coup
Non, 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 je t'ai payé pour D'accord. ça. En fait, je faisais des demi-journées avec eux tous les matins, en fait. Enfin, toutes les... on était en plusieurs équipes, plusieurs shifts. Ouais, Et en gros, j'accueillais les gens, je les mettais sur les PC, mais à l'époque, comme c'était une version bêta qui était complètement foireuse, fallait quand même gérer plein de choses entre deux passages. d'accord. Genre redémarrer les jeux, redémarrer les saves, Ouais, faire en sorte que ça fonctionne bien. Nous, fallait qu'on ait bien testé le jeu aussi avant pour pouvoir les conseiller, parce qu'il y avait encore 2-3 bugs encore sur la version bêta. d'accord. Ouais. Donc voilà, c'était ce genre de truc-là, mais qui te permettent de bosser dans un contexte déjà dans le jeu vidéo, et c'est cool. Ok. Commencer à rencontrer du monde. Et Ouais. il y a une des meilleures rencontres que j'ai pu faire là-bas, c'était Julie Chalmette, D'accord. Je connais pas. qui est présidente PDG France de Bethesda, présidente du CEL, et avec qui on a bossé ensemble, mais 6 ans ou 7 ans plus tard, quoi. D'accord. Ah ouais, trop drôle. Ok. Ouais, mais c'est vrai que les contacts, ça a l'air assez critique et c'est assez marrant de voir à quel point finalement il suffit de pas grand chose pour en faire, mais faut quand même y aller quoi. Yes. Ok, En ok. fait, faut oser. En fait, la plupart du temps, si jamais vous essayez de vous faire des contacts, faut se dire deux choses. Un, c'est comme un peu, vous savez, avec, avec cette femme. Alors bon, je dis cette femme dans le sens où c'est ce que j'ai vécu. C'est que d'un coup, tu la vois et tu te dis, mon Dieu, mais c'est la femme de ma vie. Tu te dis, jamais je n'oserais aller lui parler. Et tu te dis, mais si j'y vais pas, il va rien se passer. Si j'y vais, peut-être je vais être un gros lourd et elle va mal le prendre. Donc le but, c'est quand même d'essayer de faire ça bien et de pas brusquer les gens. Mais dans le pire des cas, tu te prends un nom et on se souviendra jamais Ouais. de ta gueule. Et tu les recroises l'année d'après, et quand tu leur dis bonjour, ils vont pas dire, ah, t'es celui qui est venu. Non, non, ils se souviendront pas de ta tronche, ils diront salut. C'est vrai que c'est futé, ouais. Vu comme ça, c'est vrai. C'est peut-être le contact de ta vie. C'est ça. Ok, ok, très cool. Et ouais, et du coup après t'as fait les Paris Games Week, t'as fait tous les events que t'as pu. Alors d'ailleurs une question parce que tout ça c'est sur Paris. Est-ce que tu penses que c'est un point critique d'être sur Paris pour se faire des contacts? Oui. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas que Paris. Mais Paris, c'est la capitale. Et dans un événement comme par exemple le Paris Games Week, c'est des gens de toute la France Ouais. qui viennent à Paris. Donc malheureusement, oui, ça aide d'être à Paris pour pouvoir rencontrer du monde. Ouais, j'ai l'impression aussi que ça a l'air assez critique. Par exemple, enfin, je pense la rencontre que j'ai fait en 2011, c'est Franck, qui était notre chef d'équipe à l'époque, et avec qui je bosse aujourd'hui. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était hier. D'accord. Voilà, et là en ce moment on est en contact tous les jours ensemble parce qu'on a un événement ensemble la semaine prochaine. Ouais. Et il m'a rejoint dans ma boîte, et on s'est rencontrés il y a 10 ans sur le stand Skyrim D'accord. au Paris Games Week, quoi. Et c'est des trucs qui se font comme ça, et tu te dis, ok, pendant des années on s'est croisés, et puis à un moment on a rebossé ensemble, puis on s'est dit, ouais, c'est quand même vachement cool, et avec des choses qui ont évolué, on a commencé à bosser vraiment plus régulièrement ensemble, jusqu'à vraiment team up ensemble. D'accord. Et lui, il habite à Grenoble, par exemple, du coup, je l'aurais jamais D'accord. rencontré s'il n'y avait pas ce genre d'événement qui rassemble tout le monde. D'accord, ouais. Là, plutôt, du coup, c'est. Bon, l'événement qui se passe à Paris, évidemment, c'est tous les paramètres qui sont au rendez-vous, mais pour le coup, là, c'est le fait qu'il y ait un événement qui a rassemblé tous les gens, quoi. Qui a permis de. Ouais. Ok. Je voulais parler un petit peu du stream. Du coup, toi, tu as commencé en septembre 2016. Et qu'est-ce que c'est qui t'a motivé vraiment à commencer? Qu'est-ce que tu t'es dit au moment où tu as commencé? Qu'est-ce que c'était la réflexion? Alors au départ, c'est un pote qui m'en parlait, qui me disait ouais, tu devrais streamer, parce qu'au départ, on s'appelait régulièrement sur Skype et on se partageait nos écrans Ouais. pour quand on jouait, pour pas être tout seul à jouer. Ouais. À quoi tu jouais à ce moment-là? C'était The Binding of Isaac principalement, et qui est toujours un des jeux auxquels je joue le plus aujourd'hui. Ouais. J'ai eu une période il y a pas longtemps de Isaac aussi. Et à un moment, on parlait de Twitch, je suivais déjà des gens rapidement sur Twitch. Je n'étais pas très grand spectateur à l'époque. Ouais.
Et puis il y a cette réflexion qui est venue et pourquoi pas en stream finalement. Et je me suis penché un peu sur la question, je me suis dit, bon, j'ai des micros. C'est vrai que niveau matos. J'ai une caméra. Bon, voilà, on va apprendre comment tout ça fonctionne et on tente. Et puis j'ai tenté comme ça. Ouais. Ça t'a plu directement? Alors au début, je pense que pour toutes les personnes qui commencent à streamer, les premiers streams, tu kiffes pas du tout. C'est-à-dire que t'es en stress constant pendant tout le truc où tu te dis ok, peut-être quelqu'un va me voir à un moment. Et à ce moment fatidique du premier bonjour dans ton chat. Ouais. Et là, tu commences à te chier dessus parce que tu dis ok, il y a quelqu'un qui est là. Qu'est-ce que je lui dis? Bonjour, oui, salut. Et tu sais pas trop comment ça se passe, comment gérer ça. Puis tu commences à discuter, puis tu te rends compte que t'es plus tout seul quand tu joues. Tu peux partager ton expérience. En plus, Isaac, c'est vachement cool à partager, je trouve. Il y a beaucoup de choses, aussi très cool à regarder. Et t'as vraiment cet échange. C'est un jeu qui permet aussi pas mal d'échanges. Tu vois, que je regarde quelqu'un qui joue je sais pas, à Call of, à FIFA. Bon, c'est pas des jeux moi qui me touchent, mais c'est vrai que ça dépend plus de l'exécution que des choix, ouais. Voilà, c'est ça. T'as moins de. Là, tu peux impliquer les gens dans le chat. Tu peux dire, ok, maintenant. T'en as un, il va te dire ouais, maintenant tu prends que les items qui ont du vert et les autres tu les prends pas, ou tu sais, ce genre de truc là. Ouais. où tu débats de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on prend ci, est-ce qu'on prend ça, est-ce que voilà, il y a des décisions stratégiques que tu peux faire avec eux et qui sont assez cool. Donc là-dessus tu commences, enfin j'ai commencé vraiment à me dire ok, en fait ça rend l'expérience vraiment ludique et c'est sympa. Ouais. Et au fur et à mesure, ouais, j'ai bien accroché. Ouais. Tu te rappelles du premier viewer qui est arrivé? Qui n'était pas quelqu'un que tu connaissais dans la vraie vie, quoi? Alors, je me souviens du nom du premier follow. C'était un jeu de mots en plus avec la tub. Ah, sur Isaac, c'est le risque. C'était quoi? Il était cool en plus. C'est merde. Je l'ai cité il y a pas longtemps en plus encore. Ah ouais. Le tout premier follow, c'était. J'ai plus. Ça va me revenir à un moment. Mais c'était un jeu de mots avec Tub dedans. Okay. C'est marrant que tu t'en rappelles. Tu te rappelles aussi de ton premier stream du coup ou pas trop? Je m'en rappelle pas très bien. Je sais que j'étais stressé comme pas possible et que. Je sais pas si j'avais mis ma webcam. Je pense que j'avais mis ma webcam dès le premier stream. D'accord, ouais. Et ouais, pour créer ta commu, toi au début, ça s'est fait autour de Isaac, c'est ça? Ou plutôt par rapport à tes contacts dans la vraie vie Alors non, pas du tout. C'est un truc que j'ai fait complètement en sous-marin. D'accord. Le seul gars que je connaissais, enfin qui connaissait ma chaîne et qui était un pote IRL, c'était Spot avec qui on en avait parlé. C'est tout. J'en avais pas parlé sur Facebook, j'en avais pas parlé à l'époque. On se servait de Facebook. D'accord. Et vraiment, j'en ai parlé à personne, aucun pote. J'ai vraiment fait mes bails dans mon coin. Ouais, je me suis dit, je sais pas, il y avait un côté peut-être un peu pudique, un peu. Tu sais, de séparer les vies internet, les vies professionnelles, personnelles, parce que ces trucs-là. Et peut-être que j'ai pas osé, en tout cas au départ, en parler. C'est arrivé beaucoup plus tard. C'est-à-dire que j'ai commencé à en parler sur mes réseaux peut-être 2 ans après. D'accord, 2 ans après quand même. Ah ouais. Ok. Et ouais, donc toi au début tu faisais pas mal de Isaac, t'as fait aussi pas mal de Ring of Elysium avec tes potes, et après t'es parti un peu plus sur un contenu style Just Chatting et la musique et tout ça. C'est quoi finalement qui t'a fait prendre cette direction-là? Alors, je faisais pas mal de Isaac. D'ailleurs, tu me parlais des premiers follow. Dans les 15 premiers jours de ma chaîne, il y a eu un follow, il s'appelait Crésius. Ah, il est toujours là. Super. Et il est toujours là. Il est toujours là. C'est bien de le notifier parce que il a jamais lâché. Ah ouais. Et au départ, ouais, je faisais du jeu vidéo. Je faisais surtout des jeux indés. Parce que c'est là où pour moi, j'avais. C'est pour moi là où il y a toutes les innovations dans le jeu vidéo, les vraies perles. Les AAA m'amusent rarement. D'accord. Il y a des trucs en AAA qui vont m'éclater. Cyberpunk 2077, je l'ai attendu pendant longtemps. Après, je suis un rôliste, donc
pour moi, c'est vraiment la suite de Cyberpunk 2020, qui à l'époque était vraiment qu'en version papier. Ouais. Et je me suis même dit, personne va l'attendre, ce jeu, c'est tellement une niche, en fait, sinon c'était le truc le plus attendu. Ouais, il était très attendu. Mais je pense qu'il était attendu aussi pour la prouesse technique. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on était, je pense, aussi toute une bande de rôlistes à se dire, attends, vas-y, on veut faire du Cyberpunk quand le vidéo. Ouais. Et la partie Ring of Elysium, c'était avec un moment où... c'est en fait un peu le moment où j'ai commencé à ouvrir le fait que je streamais avec des potes. Ouais. Alors que je streamais avec des potes et que je streamais, virgule, avec des potes, du coup, je leur ai dit, quoi. J'ai commencé à inclure des personnes que je connaissais IRL dans cette boucle de voilà, ça y est, les gars, en fait, je stream. Ouais. Et tout le monde a un peu découvert ça. Mon coloc, bon, il savait évidemment, puisque c'était mon coloc. C'était compliqué de le cacher à son coloc. Hein. J'avoue. Et à un moment, en fait, on voulait un jeu où on pouvait jouer ensemble et s'éclater. Ring of Elysium, ça remplissait toutes les cases. C'était marrant comme PUBG, sans les bugs de PUBG. Ouais. On arrivait à faire quelque chose sur ce jeu qu'on n'arrivait pas à faire sur PUBG. C'est-à-dire Donc, parce que c'est les top 1. Bah, on se disait, quand tu tires sur quelqu'un, tu le touches. Déjà. C'est une grande différence avec PUBG. Ouais, c'est vrai qu'il y a une bonne dispersion des armes. C'est ça. Bon, le problème du jeu, c'est qu'il a très peu percé en Europe, mais du coup, il est mort assez vite. Ouais. Enfin, il est mort. Il est pas mort du tout, mais il est mort en Europe. Et ouais, on a eu toute une période, on a beaucoup joué à ça. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, en fait. Un Ring of Elysium, ça a dû durer 2-3 mois. Ouais. Mais 2-3 mois, on y a joué beaucoup. On a participé à la Coupe de France. D'accord. Où on s'est fait laver comme des merdes. 0 kill. On était 2 équipes en plus sur 2 poules différentes. Ils ont tué personne, ils sont morts. On a tué personne, on est mort. Par contre, les deux équipes, on a réussi à tenir jusqu'au dernier survivant, à tuer personne et à passer en scred jusqu'à la dernière zone et à se faire rincer comme des merdes. Ah ouais. Mais si tu veux, nous, quand on est tombé dans une team, il y avait Gamers Origin dedans. D'accord. Comment t'expliquer que sur 60 personnes, il y en a 44 qui se sont fait tuer par eux. Ah ouais, quand même. D'accord. Tu te dis, ok, on a 0 chance de gagner. Ouais. C'est balèze, ouais. Et du coup, pour répondre à ta question, à un moment, j'ai fini par me dire, bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour côté jeux vidéo. En fait, parce que ça manquait d'interaction avec les gens. Les moments que je préférais, en fait, c'est le moment où je jouais plus et je discutais avec les gens. Ouais. Que je trouvais dommage de moins discuter avec les gens pendant que je jouais. Et bah, c'est pas seulement parce que t'as des moments de focus et que voilà, il y a ça, mais aussi parce que dès que tu joues, instinctivement, les gens parlent moins. C'est vrai. Et alors, le just chatting, je fais du just chatting entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les catégories qui correspondent à ce que je fais. Oui. Déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de temps que je fais de la musique où je suis en just chatting juste parce que je suis un gros cake et que j'ai pas changé la catégorie. Ça arrive, ouais. C'est alors, un petit peu avant ça, j'avais déjà fait des streams, un peu avant Ring of Elysium, j'avais déjà fait des streams astronomie. Et c'est là où je commence à en faire en fait de plus en plus et jusqu'à donner un nom à cette émission. Parce que c'est un truc qui me passionne et que je voulais partager avec les gens, même si j'ai des connaissances dedans qui sont relatives, parce que j'ai pas de formation plus d'être astrophysicien, mais ça c'est l'éducation nationale qui m'a dit non. Il y avait cette idée de vouloir regarder les étoiles et de vouloir regarder les étoiles avec les gens, d'en parler. Ouais. Et d'en profiter pour en discuter et faire des trucs cool, quoi. D'accord. Ouais. Ok, donc plus une volonté de se tourner vers l'échange avec les viewers, quoi. Okay. C'est ça. Donc c'était, si tu veux, toutes les heures de just chatting, faut les découper entre, en fait c'était de la musique, en fait c'était de l'astronomie, et effectivement ce qui va rester c'était vraiment du just chatting, mais ça représente moins d'heures que le just chatting pur représente moins d'heures que ce que c'est. Il y a Curry qui pose une question. Est-ce que streamer occasionnellement pour des event challenge c'est pas plus simple pour se lancer? Qu'est-ce que tu penses de cette question?
C'est-à-dire, en tant que streamer, qu'on te participer à un événement et streamer cet événement-là, genre de chez toi. Je sais pas si c'est la question. Ou peut-être que tu Mais parlais je pense que l'idée, c'est de participer. Est-ce que de tu penses que concours ou de c'est, trucs comme ça. est-ce que c'est important? Est-ce qu'il vaut mieux streamer avec du monde peu souvent, à une fréquence faible, ou seul, à une fréquence plus élevée? Après, bon, Je pense, est-ce qui est mieux, alors, c'est relatif, mais... je pense que le mieux c'est de streamer quand on a envie. Ouais. Participer à des événements, c'est très cool. Que ce soit en stream ou pas en stream. D'ailleurs, on n'a pas streamé l'événement. Enfin, on devait streamer, mais on n'a pas streamé. Parce que bon, il s'est passé des trucs. Et finalement, on n'a pas streamé. Sachant qu'en plus, il fallait mettre des délais, évidemment, pour éviter le stream hack. Ah, ça y est, ma caméra qui a pété un câble. Ouais. Comment? Il y a ma caméra qui a pété un câble. Vas-y, je t'écoute, pardon. Donc, il fallait impérativement mettre un délai pour éviter que les autres équipes puissent regarder notre stream et connaître notre position. Mhm. Donc il y avait plein de problématiques comme ça. Après, si c'est juste pour des événements, comme par exemple des événements caritatifs, ce genre de trucs-là, c'est très très cool de pouvoir y participer en stream. Mais ne streamer que lors des événements, je trouve ça peut-être un peu triste. Ouais, dans le sens où quand tu veux essayer de te créer une audience, il faut que les gens puissent te voir toi aussi en tant que toi quand tu fais tes choses à toi. Et que participer à un événement, ça veut pas dire que tu fais pas tes choses à toi, mais ça veut dire aussi que tu es forcément dans un contexte où tu vas réorganiser ce que tu fais et que tu vas te réadapter à un événement, un contenu, des horaires qu'on peut t'imposer. C'est pas le cas de tous les événements, mais c'est souvent comme ça. C'est cool de pouvoir participer à des événements et de pouvoir le streamer. Ne streamer que pour ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ouais. Après, c'est un avis qui est complètement personnel. Hein. Je suis assez d'accord avec ça, ouais. Et alors du coup, autre question, qu'est-ce que c'est pour toi qui fait les qualités d'un bon streamer? Encore une fois, c'est des questions qui sont un peu subjectives, mais c'est volontaire, c'est pour avoir ton avis. Un bon streamer, c'est toujours très relatif. Hein, Un bon streamer, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre plaisir à faire ce qu'il fait et qui, malgré tout, par exemple, je vois des gens, des gens qui, en fait, il y a plusieurs manières de voir ce que c'est qu'un bon streamer. Je vois des gens qui ont des audiences qui sont pas énormes, parfois même qui passent des streams avec quasiment personne qui vient parler dans leur chat et ils streament quand même tous les jours. Moi, je trouve ça fabuleux. Parce que y a beaucoup de gens qui sont rongés par les stats. Quand tu streams à un moment donné dans ta vie, ça t'arrive. Et le système est fait comme ça. Te dire que tu veux l'affiliation, c'est le début des stats, mais vraiment c'est le début, donc ça va. En réalité, l'affiliation elle est facile à avoir. Mais dès le départ, on te dit ok, va falloir faire un petit minimum là de quota de stream, machin. Et puis après, il y a ce fameux partenariat. On te dit ok, alors maintenant, il faut que tu streames 2 jours par mois, il faut que tu fasses tant d'heures de stream, il faut que tu fasses 75 vues de moyenne. Donc voilà, alors tes stats sur le mois dernier, et puis tu as des courbes, tu as des machins, tu as des pourcentages, et là tu commences à te dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Et les chiffres, c'est cool, c'est très satisfaisant de manière générale. On aime bien avoir des chiffres, avoir des trucs concrets, là où pour toi c'était de l'abstraction totale, et te dire, ok, j'ai une courbe de progression, c'est cool, et comme dans n'importe quel jeu, en fait, tu vois une courbe de progression, t'es content. Surtout que Twitch s'est fait vraiment de manière jeu vidéo avec des succès et tout, quoi. Ouais, vraiment. En plus, t'as des achievements. Et le danger, c'est de se perdre là-dedans et de dire ok, je fais pas des bonnes stats, ou mes stats stagnent, ou mes stats baissent. Je vais arrêter de streamer, machin, tout ça. C'est parfaitement compréhensible. Attention, ceux qui ont ces réflexions-là, il ne faut pas les blâmer. On a tous probablement eu cette période-là. Je l'ai eu aussi. Je me bats contre ces réflexions-là et je me bats complètement contre le fait de prendre en considération les
les stats dans mon avenir de stream. À savoir que ça n'a jamais influé sur mon contenu. C'est-à-dire que j'ai toujours fait le contenu que j'ai voulu et j'avais les stats que j'avais par rapport au contenu que je voulais faire moi. Réadapter mon contenu pour faire des meilleures stats, c'est un truc déjà que je m'interdis de base, mais que j'ai pas besoin de me dire parce que pour moi c'est du bon sens que de se dire non mais en fait on va pas faire ça. D'accord. Parce que si je commence à faire des trucs pour faire des stats, c'est-à-dire que je fais des trucs qui me plaisent plus, c'est-à-dire que je n'aimerais pas ce que je vais faire en stream, donc je n'ai pas d'intérêt à streamer. Ok. Et aujourd'hui, tu arrives toi à te détacher un petit peu complètement des statistiques et tout ça, du nombre de viewers et tout. C'est compliqué parce que quand tu commences en fait à avoir des stats qui sont parce que ça monte, t'as des gens qui commencent à être plus hypés par toi par le fait que tu te rapproches d'un certain achievement que toi. C'est vrai. Et tous les jours, t'as un petit message qui te dit c'est pour quand le partenariat? Ouais. Et là, tu dis oui, non, mais moi je m'en fous. Enfin, le partenariat, ça tombera un jour, ça sera cool. Ouais, mais quand même, ce serait bien que tu l'aies. Et alors, c'est mignon. Je sais que c'est genre pourrait de plein de bonnes intentions et que personne voit mal là-dedans et qu'il y a un côté soutien en fait dans cette démarche-là. Et moi, ça me met une pression. Ah ouais. Donc plus finalement les viewers dans le chat qui te mettent la pression sur les stats que toi-même. Ouais, et d'ailleurs j'ai interdit à mes viewers de me donner le nombre de personnes qui regardent mon live à un instant T. Tu l'affiches pas. Il y en a qui le font parce qu'ils oublient, mais je l'affiche pas et je demande à ce que les gens ne me le disent pas. D'accord. Parce que souvent ils vont faire oh regarde on est temps aujourd'hui. Ouais. Je veux pas savoir. Et du coup à force de le lire, les gens ils savent que je veux pas le savoir donc ils me le disent plus. Et ceux qui me le disent c'est généralement c'est des personnes qui viennent d'arriver, qui savent pas encore. Mais ça va, du coup le message finit par passer et plus ça va, moins on me le dit. Bah, tu vois, c'est intéressant parce que c'est un choix que j'ai fait aussi, tu vois, quand j'ai arrêté Overwatch pour passer sur TFT, justement, j'ai eu les stats qui ont un peu dégringolé et ça faisait un moment déjà que je me disais j'arrête de regarder les stats parce que c'est trop stressant, je me retrouve à faire du Overwatch alors que je commence à en avoir marre et tout ça. Et c'est assez intéressant parce que je vois qu'il y a pas mal de streamers finalement qui se font cette réflexion-là par rapport aux stats de plus les regarder pendant le stream, quoi. Ah mais ça te ronge, ça te ronge. Ouais. Là, si je vais être tout à fait transparent avec toi, il y a pas très longtemps, je me suis pris un très beau raid de Samuel Etienne. Oui. 12 000 personnes. J'étais en train de faire de la guitare, j'ai joué devant 2 zéniths de Paris. Ouais. Le gros stress. Flip total. Donc, ok, t'as une pluie de follow qui tombe énorme. Tu te dis, ok, très bien. En fait, conscient que quand on se prend un gros raid comme ça, c'est pas un game changer pour une chaîne. Non, c'est vrai. Ça, c'est un truc. T'as un pic sur une stat. Pour moi, c'est une stat froide, le nombre de follow. Parce que ça veut. C'est ça. En fait, si tous mes follow. Pardon, excuse-moi. J'allais dire, en fait, un raid, ça te fait passer ta meilleure vie sur un stream, mais bien souvent, un mois après, tes stats sont les mêmes, quoi. C'est-à-dire que le lendemain, t'as peut-être encore des gens qui vont revenir, mais 2 jours après, c'est fini, quoi. C'est ça, ouais. Et si toutes les personnes que nous suivaient nous regardaient en même temps, on serait à plusieurs milliers de viewers à chaque fois, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est vrai. Et là, je suis en train de vivre l'après raid de Samuel Etienne, parce que c'est pas un petit raid. Ouais. Donc là, en ce moment, je dois vivre avec le fait que ma chaîne, au niveau des follow, ne fait que chuter. Ouais, ça c'est dur. C'est ce que et c'est pas juste que ça fait. C'est-à-dire que je peux gagner 10-15 follow dans un stream, mais je vais en perdre 20 ou 25. Ouais. Donc du coup, j'en aurais perdu 10, 5-10 au final. Et on est dans cette situation-là de... t'es en chute constante, et voilà. Ouais, c'est assez difficile. Et du coup, ça te ronge pas sur la volonté de stream? Ça te donne quand même envie de stream ou ça réduit un peu le plaisir? Non, quelque part, j'ai essayé de le tourner. Excusez-moi, c'est un client. Hop, j'ai mis dessus un silencieux. Si t'as besoin de faire un break, tu me dis et puis on peut... Non, j'ai vu, j'ai les messages qu'il m'envoie sur WhatsApp et je vois les messages qu'il m'a envoyés dans le coin et ça peut attendre. Ça marche. Quelle était ta question? On parlait du fait que la réduction des stats, est-ce que ça te coupe le plaisir de stream ou pas? Non. Okay. Non. Et au contraire, quelque part,
En fait, au départ, ça me foutait les boules de me dire, ok, bon, ça fait un mois, j'ai déjà perdu 500 follow, donc t'es là, t'arrives à les compenser un peu, tu vois. Donc, à te dire, bon, bah voilà, je suis pas qu'en perdre, si j'en ai perdu à peu près 500, et que j'en suis à ce niveau-là, c'est que j'ai réussi à en récupérer quand même quelques-uns. Ouais. Et en même temps, je me dis que ça fasse ça, c'est pas plus mal, parce que du coup, ça veut dire que je ne prends plus en considération cette stat. Oui, c'est vrai, finalement. Donc, ça m'a aidé à me détacher de cette stat-là. D'accord. Ok, ouais, super intéressant. Donc, j'ai essayé de le tourner différemment aussi dans ma tête pour le réinterpréter d'une manière qui m'arrange aussi et que ce soit plus facile aussi à accepter moralement. Parce que, effectivement, quand tu vois mes courbes, le follow, ça fait comme ça monte dans ton sens, ouais, c'est comme ça. Ça monte tout le temps, puis t'as un pic, et après ça redescend, et puis tu te dis ah, ok, très bien. Ouais, mais je comprends bien mais parce que les gens sont toujours là quand je stream. Je fais les mêmes stats qu'avant en termes d'audience. Bon là, c'est parce que je suis pas très régulier en ce moment parce que c'est une situation un peu particulière. Ouais. Mais les gens sont toujours là, donc je m'en fous, quoi. D'accord, bon, finalement c'est ça qui compte. Et ouais, finalement je comprends pas mal cette situation, cette frustration des follow. Bah tu vois, moi j'ai changé de TFT à Overwatch, et là ça fait un mois que j'ai pas gagné de follow. Je reste toujours à 4768. C'est avec les gens qui partent d'Overwatch mais qui arrivent de TFT, tout ça. Mais ouais. Et du coup tu penses quoi de ça s'échange, c'est ça? C'est ça, voilà, c'est l'échange parfait en souvent. Et du coup, tu penses quoi des objectifs de followers sub, par exemple aussi en termes de sub goal et tout ça? Qu'est-ce que c'est ton avis? Je rebondis sur la question d'Aleph. Ça me pose pas de problème que quelqu'un en mette un. Ouais. Tant qu'on est dans des proportions réalistes. Là, j'en ai jamais mis sur ma chaîne. Jamais mis de follower goal, jamais mis de sub goal. Okay. Les seules barres avec des goals qui sont apparus sur ma chaîne, c'était pour des événements caritatifs, donc pour de l'argent qui ne me revenait pas. Comme j'ai jamais fait de donation goal non plus. Je n'aime pas, je suis pas à l'aise avec le fait de faire des appels à l'action. C'est un goal, c'est un appel à l'action. C'est un site à vouloir remplir la barre. Et il ne me semble pas, en tout cas, de ce que je m'en souviens et ce que je connais de mon fonctionnement, depuis que je stream, donc depuis 2016, avoir dit une fois « viens, suis la chaîne » ou « pense à suivre la chaîne » ou « si tu veux me soutenir, abonne-toi » ou « si tu veux me soutenir, fais un don ». Parfois, voilà, Crésius confirme. C'est-à-dire que, pour te donner l'idée d'à quel point ça me met mal à l'aise, j'ai des affiliations avec des boutiques. Ouais. Alors Crésus il en sait quelque chose puisqu'il en fait partie avec sa boutique. J'ai des affiliations chez Thomann pour les instruments de musique, le matos son, chez Jalon pour le matos informatique, et chez Philibert pour les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux de plateau, tout ça. Il y a des gens qui me suivent depuis des mois qui sont pas au courant. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les seuls moments où je vais en parler, c'est au moment où quelqu'un va me poser la question. D'accord. La dernière fois que j'en ai parlé en stream, c'est quand quelqu'un m'a dit « il n'y a pas moyen de t'aider en achetant un truc quelque part ?» Et puis j'ai dit « Bah ouais. » Voilà. Ok. Ouais. Et la commande, il y a une commande dans le chat qui existe pour ça, mais pour sortir le lien facilement, mais... Mais alors c'est parce que ça te met pas à l'aise d'une façon un peu émotionnelle, je dirais, ou c'est quelque chose de réfléchi qui fait que ça te convient pas comme fonctionnement? Je suis pas à l'aise avec le fait de dire aux gens faites ça, dépensez de l'argent, faites une action que peut-être vous avez pas envie de faire, et surtout quand ça concerne les thunes. Ouais. Parce que y a plein de gens, ils sont dans des situations qui sont un petit peu délicates. On sait très bien que il y a plein de gens qui voudraient pouvoir soutenir des chaînes et qui peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parfois c'est mon cas aussi. Il y a des chaînes, j'ai envie de les sub et je peux pas parce que je suis là, je regarde, je sub déjà 20 chaînes, je me dis putain mais c'est bon ça, ils bouffent pas. Et t'as envie d'en subber une autre et tu te dis non je peux pas, et puis tu le fais quand même, puis celle d'après du coup tu le fais pas. Ouais.
Et tu dis, il y a des gens qui sont dans ces situations-là, et peut-être sont dans des situations pires. Oui, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, dans mon chat, qui me fait un don de 5 € et qui, genre, 2 minutes après, dans le chat, dit ouais, il y a quoi comme assaut pour avoir de la bouffe parce que j'ai pas de quoi manger. Ouais, ça fait peur un peu. Et du coup, je lui ai dit, mais ne fais pas ça, quoi. Je lui rembourse son don de 5 €. Je lui dis, mais donne pas fais pas de dons à des cons sur internet qui font de la musique douteuse, quoi. Enfin, je veux dire, achète-toi à bouffer. Ouais. Et t'as des gens qui peuvent se mettre dans la merde. Et c'est hors de question de les inciter à faire ça. Là, je vais avoir ma première OPSP dans pas longtemps. Ouais. Il va falloir faire télécharger un jeu à des gens, et c'est Crédus qui va être content, puisque c'est un jeu qui kiffe de ouf. J'ai fait un sondage avant d'accepter. D'accord. Et effectivement, là, dans la situation dans laquelle je suis, disons qu'elle va bien m'aider. Mais l'avantage de ce truc-là, c'est que les gens n'ont pas besoin de dépenser d'argent. Donc je me dis, c'est acceptable. Donc, je vais pas demander aux gens de dépenser de l'argent pour m'aider. J'ai proposé aux gens de faire un truc qui est gratuit, qui demande du temps, évidemment, pour pouvoir me soutenir. Et en étant, évidemment, full transparent sur qui, combien et pourquoi. Ok, ouais, je comprends, c'est intéressant. Je réponds juste à Matricis, idée con. Je suis pas tout à fait d'accord parce que souvent, bizarrement d'ailleurs, la générosité est inversement proportionnelle à la richesse. Ouais, et c'est très souvent le cas. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus dans la merde sont généralement les plus généreux. Ouais. Mais ouais, bon, ça se voit beaucoup. C'est vrai. Et il y a Matricis qui demande le lien pour Thoman. Du coup, là, je suis dans une situation de malaise. Mais si tu veux le mettre, mets-le. Si je le mets, je suis en train de taper une pub et de lui dire viens acheter du matos sur Thoman. Et en même temps, elle m'a posé la question. Tu vois, du coup, c'est toujours la bataille interne que je me fais non-stop. Bah, s'il y a quelqu'un qui va aller chercher sur ton stream pour le mettre, je ne me vexerai pas, bien sûr. Ou si tu l'as. Je sais pas si je le mets dans ton chat, si je le revois en MP. Tu vois, je suis en train de me poser des. Mets-le dans le chat, t'inquiète, y a pas de souci. Ok, ouais. Alors, j'ai une question qui est volontairement floue. Vas-y, ouais, t'as dire quelque chose? Non, on note juste le point RU dont je suis très très fier. Ah merde. Registre ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux me l'envoyer en MP que je le partage? Hop, je te l'envoie là dans notre discussion Discord. Vas-y. Hop. Il est là. Tac. Et ah oui, le point RU. Alors je disais pas tant que les streamers étaient des cons, mais surtout que elles donnaient un con vers moi. Mais yes. Oui, voilà, je voulais te poser une question qui est volontairement floue et provocatrice, parce que j'ai envie d'avoir ton avis sur une question que tu vas finalement te poser tout seul. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Twitch? Alors, je sais qu'en ce moment, l'évolution de Twitch, surtout avec ce qui se passe ces dernières semaines, pose un grand débat sur les hot tubs, les machins, tout ça. Bon. Là, je me souviens d'une époque où quand je faisais de l'astronomie sur Twitch, ou quand je faisais de la musique sur Twitch dans les débuts, je me faisais envoyer chier systématiquement en me disant « C'est quoi le rapport avec le jeu vidéo? Tu fais pas du jeu vidéo, casse-toi. » Et il fallait vivre avec ça. Parce qu'au début, Twitch, c'était réservé qu'aux jeux vidéo, et c'était vraiment une règle. Il fallait faire du jeu vidéo, pas autre chose. À l'époque, à No Life, on avait une chaîne Twitch qui diffusait aussi le contenu de la chaîne. On était obligé de faire une programmation alternative pour Twitch pour que ça ne diffuse que du contenu jeu vidéo. On avait d'ailleurs un accord avec eux pour qu'on puisse diffuser notre émission 100% à 19h, qui ne traite pas que du jeu vidéo, sachant que tout le reste était du jeu vidéo, donc virer toute la musique japonaise, tout ça. Ils étaient OK. Cette problématique, elle a sauté au bout d'un moment, et on a commencé à pouvoir faire d'autres choses sur Twitch, dont du just chatting, du IRL, tous ces trucs qui sont arrivés. Ouais. Puis on a eu les catégories art, qui ont ouvert pour la musique, pour l'illustration, pour tout plein d'autres choses. Et les gens ne comprenaient pas qu'on fasse pas du jeu vidéo sur Twitch. Et vraiment, quand je te dis on se faisait jeter comme des merdes, on se faisait jeter comme des merdes. Donc, ce
que, quelque part, je peux très bien faire un parallèle entre ces femmes qui font du hot tub et qu'on envoie chier, et moi qui essayais de faire de la musique ou de l'astronomie à l'époque et qu'on m'envoyait chier. Tout à fait. Tu vois ? Bon. On fait pas les mêmes vues, effectivement. Mais après, je suis pas allé voir s'il y avait des gens qui faisaient du hot tub et qui avaient des stats habituels, tu vois, des trucs probablement. Il doit y en avoir, bien sûr. On parle surtout de ceux qui réussissent beaucoup. Voilà. C'est des personnes qu'on voit le plus, hein, comme d'habitude. Bien sûr. Et ça me pose pas de problème. Dans le sens, c'est pas mon contenu. C'est clair, c'est pas mon contenu. Comme il y a plein de choses sur Twitch, c'est pas mon contenu. Le react sur la télé, même j'ai des potes qui font ça, hein, Poubelle TV que j'adore, ils savent que c'est pas mon contenu. Ouais. Je sais pas, moi, LOL, c'est pas mon contenu. Voilà, donc je regarde pas. Il y a plein de trucs, ça c'est pas mon contenu. Est-ce qu'il viole le règlement de Twitch? Non. Du coup, non. Est-ce qu'il porte atteinte à des gens? A priori, non. Là, parce qu'ils ont une audience qui défie toute concurrence et qu'il y a des gens qui sont là pour regarder et qui aiment son contenu. Visiblement, oui. Bon. Twitch a mis un message qui disait être sexy ou être considéré sexy par son audience n'est pas illégal sur notre plateforme. Et je suis d'accord avec ça. Heureusement, oui, effectivement. Voilà. Et ok, c'est super intéressant. Je rajouterai aussi un truc, c'est que à la base, Twitch s'appelait pas Twitch, mais s'appelait Justin TV et c'était une chaîne, un site qui ne faisait que du just chatting. Donc c'est finalement le jeu vidéo qui n'était pas légitime à la base. C'était chelou, hein, d'ailleurs, Justin TV à l'époque. Ouais, j'ai jamais vu, mais c'est intéressant de mettre en rétrospective. Ok, super intéressant. Mais pour moi, tant que ça dépasse pas les règles. Oui, finalement, c'est fait de mal à personne. Si c'est pas ton contenu, on regarde pas. C'est tout. J'ai envie de dire, demain, moi, je veux construire un business model d'un truc qui peut me faire vivre. Et pour vivre, il faut que je me mette dans une piscine gonflable dans mon salon et à faire du karaoké. Si c'était mon intention de m'en sortir comme ça et que c'était la seule issue que je voyais pour ma vie, bah peut-être que je le ferais, j'en sais rien. Oui. Mais je le ferais en essayant de pas porter atteinte aux gens. Donc bon. C'est ça. Ce qui est important, après, il y a d'autres choses qui se passent. Il y a d'autres choses qui se passent, mais c'est sur d'autres plateformes. Donc c'est plus sur Twitch. C'est ça. Oui. Ça concerne plus Twitch, effectivement. Quand est-ce que tu es dans la piscine en karaoké? Alors, on a failli en faire un, mais c'était pas. On avait acheté une piscine gonflable pour la mettre sur la terrasse. Enfin, alors. J'avais parlé de cette idée pour rigoler, et mes colocs ont acheté une piscine gonflable. Et au moment où ils ont acheté une piscine gonflable, ils leur ont fait, les gars, si on fait ça, la terrasse s'effondre. C'était une blague. Ils ont fait Du coup, on s'est dit, on va faire une piscine à boules géante. On s'est dit, mais avec le vent, parce qu'on est dans un tunnel, les boules, 100%, on va en foutre partout chez les voisins, mais jamais chez nous. Donc du coup, ça s'est pas fait. Mais effectivement, on est passé à ça, d'une piscine à boules. Il y a un an, je crois, environ, tu as commencé à lancer une émission qui s'appelle la Mixtape. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Bien sûr. Alors, moi, il y a un truc que j'adore faire de manière générale. Je me considère mélomane dans le sens où je suis passionné de musique. Mais passionné de musique. J'ai toujours voulu faire de la musique. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans ma vie, autant dans l'écoute que dans la pratique. Et j'adore découvrir tout le temps des nouveaux trucs en musique. C'est-à-dire que je peux passer des journées entières, des nuits entières à essayer d'écouter des trucs, découvrir des artistes, quels sont les copains de ces artistes, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur style, explorer des trucs et découvrir des nouveaux styles musicaux. Parfois, je vais me dire, bon, j'aime pas le métal, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cool? Donc, je vais appeler un pote qui kiffe le métal, et je lui dis, allez, vas-y, fais-moi écouter des trucs. Puis on explore. Et la mixtape, ça part un peu de cette réflexion-là. D'accord. C'était de faire de la découverte musicale avec les gens, à travers des gens qui s'y connaissent dans certains styles musicaux que, du coup, moi, je ne maîtrise pas. D'accord. Et
ou que je connais très bien, mais je préfère enfin, je trouve ça plus ludique d'en parler avec quelqu'un. Et la mixtape, c'est de la découverte musicale, c'est l'occasion aussi pour quelqu'un de pouvoir parler de ce qu'il fait, et en parlant de ce que quelqu'un fait, tu découvres aussi un style musical. Tu parles de la synthwave avec quelqu'un qui fait de la synthwave, il te parle de sa musique, tu découvres la synthwave, tu vois. C'est ce qui s'est passé avec Scale One, par exemple. Il va te donner des pistes de choses à écouter, de ses inspi, de ce qu'il aime pas, et c'est vraiment cette idée de c'est pas juste faire une interview de la personne pour son parcours. Il y a son parcours, mais il y a le style dans lequel tu évolues et comment ça se passe, quels sont les codes de ce style. Quelles sont les personnes iconiques de ce style-là, les références. Et peut-être de l'histoire. Il y en a qui sont vraiment calés sur l'histoire de certains styles. C'est découvrir des gens, découvrir des genres musicaux. Ok. Et par rapport aux droits d'auteur, toi sur Twitch, t'as pas des soucis pour la mixtape? Ou finalement tu fais pas écouter des morceaux Alors, il n'y a plus les replays. Pour les prochaines mixtapes, je vais utiliser cette fameuse technique de la 6ème piste DS qui permet de... Voilà, j'ai enregistré à côté une version où il y a tous les sons pour avoir un replay qui soit clean. Là, il n'y a pas eu de mixtape depuis malheureusement 6 mois parce que la situation dans laquelle je suis actuellement ne me permet pas de pouvoir streamer des mixtapes le soir. D'accord. Étant donné qu'on a peut-être trouvé un appartement, mais en même temps c'est un peu compliqué parce que c'était hier qu'on devait signer le bail, il n'est pas signé, ça a très mal tourné. Donc bon, c'est compliqué. Mais normalement on a peut-être trouvé un arrangement et peut-être ça va se faire. Dès qu'on a emménagé et que ça va ouvrir du coup juste la vie. En fait, ça va nous ouvrir la vie. On va pouvoir regarder des films, on va pouvoir écouter de la musique, on va pouvoir en fait vivre normalement, ce qui n'est pas le cas du tout actuellement. C'est pour ça que je stream le matin parfois, parce que c'est là où il y a le moins de monde et que j'ai le moins de risque de faire chier quelqu'un. Le soir, la vie s'arrête à 20h, 20h30, je peux pas streamer le soir. Donc la mixtape, c'est pas fini, hein. C'est juste en stand-by et croyez-moi que ça va reprendre dès que j'ai l'occasion. T'as déjà prévu un peu pour la suite ou pas encore Oh, oui, non, je parlais avec un petit groupe. Il y a quoi On est quel jour? On est jeudi. Ouais, il y a 4-5 jours, j'ai parlé avec un groupe IRL. Ouais. J'ai croisé un peu par hasard. Je leur ai proposé, ils sont un peu chauds. Ta réaction sera le teasing. Ah, oh là là, c'est énorme. Ah ouais. C'est un groupe que j'ai beaucoup écouté. Voilà. Ah, trop bien. Et ils sont a priori chauds pour participer. Donc est-ce que c'est confirmé pour l'instant? Je sais pas. Mais clairement, j'ai leur contact, on en reparle, et on essaie de voir comment faire ça. Donc voilà, il y a des trucs, il y a quelques mixtapes qui sont déjà prévus. J'en ai au moins, je crois que j'ai déjà 4-5 invités qui sont déjà prévus, juste à caler quoi. Mais, comment ça tease, j'avoue. Putain, c'est trop cool. Ok, là, c'est super. Et du coup, est-ce que la mixtape, c'est le format d'émission slash de stream que t'as le plus taffé sur Twitch? Enfin, sur ton Twitch en tout cas. Alors, faut savoir que la mixtape, au départ, ça devait être en présentiel. Quand le Covid est tombé, je me suis dit, ok, jamais je ferai la mixtape, donc on va le faire en distanciel. Ouais. Parce que vraiment, je comptais me déplacer partout pour pouvoir parler avec les gens. Et le problème, c'est qu'au moment où je commence à lancer la mixtape, il y a la crise sanitaire. Et je me suis dit, ok, ça c'est un coup à devoir repousser de 2 ans le projet, et je trouve ça con. Donc je l'ai fait quand même. Est-ce que c'est le format que j'ai le plus taffé? Peut-être, ouais, probablement. Sur ma chaîne, en tout cas, oui. D'accord. Parce que j'ai travaillé sur d'autres formats et qui sont sur... qui ont été des OP sponsorisés, des événements où il y a eu beaucoup plus de taf encore que sur la mixtape. C'est pas sur ma chaîne. D'accord, ok. Juste, ça fait 1 heure qu'on discute. J'ai encore beaucoup de sujets que j'aimerais bien aborder, donc si c'est toujours ok pour toi, on continue encore. C'est toujours ok pour moi. Super. Ok, ouais. Est-ce que t'as ressenti, toi, un lien entre le travail et la réussite sur Twitch?
Qu'est-ce que tu en penses de ce lien déjà entre travail et réussite? De mon travail dans la prod, tu veux dire? Non, sur ton stream, je veux dire. Enfin, que toi tu es ou du travail en termes de boulot sur la chaîne. Sur ta chaîne, ouais. Ok. Parce qu'il y a aussi un lien avec mon boulot, Bien malheureusement. Bien sûr. Enfin, malheureusement, je sais pas. C'est plutôt un truc positif, non? Oui et non. C'est-à-dire que quand tu bosses dans le streaming et que les gens ils disent ouais, du coup, c'est quoi, t'as une chaîne Twitch? Ouais, d'accord, t'as 200 follow, ouais. Ah ouais? C'était ça au début. Hein. Ah ouais, d'accord. Et du coup, quand j'ai passé les 1000 follow, ça a été un argument aussi professionnel de dire oui, voilà, j'ai une chaîne qui. Voilà. Ok. 1000, c'est pas énorme, mais déjà, c'est un argument qui dit voilà, je connais la plateforme. D'accord. Parce que les gens, selon le nombre de follow que t'as, ils se disent ils connaissent la plateforme, ils connaissent pas la plateforme. Quoi. Ouais, alors qu'on en parlait tout à l'heure, justement, le nombre de follow. C'est complètement con. Ouais. Je pense que d'un qui connaît bien la plateforme, par exemple, c'est Dash. Il a pas de chaîne, Twitch. C'est vrai. Il a pas besoin. Mais bon, du coup, mais les gens et les chiffres. Quoi. Et alors j'ai beaucoup travaillé sur ma chaîne Twitch. Sur l'édito, ça c'est plus spontané. Mais bon, j'ai essayé de faire des alertes cool parce que j'aime que les gens se sentent remerciés. Ouais. Quand il y a un follow, quand il y a un sub, quand il y a un truc qui se passe, qui me soutient. C'est vrai qu'elles sont stylées tes alertes. L'alerte du sub, elle dure 19 secondes. Pour moi, quand tu fais un sub, tu fais une action de me donner de l'argent. T'es la superstar pendant 20 secondes, tu vois. Pendant 20, il y a une animation qui est là pour toi pendant 20 secondes. Je sais pas quoi faire pour remercier les gens, si ce n'est que leur dédier un moment pour eux où c'est, tu vois, t'es un peu la star du truc pendant le temps de l'animation et c'est très compliqué de savoir quoi faire pour remercier les gens. Je sais pas quoi faire pour leur rendre et c'est une problématique que je soulève régulièrement et ce qu'on me répond c'est mais continue de faire ce que tu fais. Mais oui, mais en même temps, j'aimerais pouvoir en faire plus quoi. Ouais. Donc c'est une manière comme une autre de pouvoir montrer ma reconnaissance. Il y a ça, il y a tous les petits éléments sur la chaîne, les petits détails de comment ça fonctionne, les petits éléments d'interaction. Là, il va y avoir un énorme upgrade sur le setup, qui pour moi est aussi une manière un step up sur la chaîne, améliorer la manière de ton contenu, l'image, la manière dont tu gères ton stream. C'est aussi pour moi une manière de rendre ça aux gens, les gens te soutiennent, et psychologiquement, financièrement, et à un moment, toi t'améliores la chaîne avec l'aide qu'ils ont pu t'apporter. Tu dis voilà, grâce à vous, on passe de là à là, et bientôt on passera à là. Et c'est une autre manière de le rendre. Et j'ai hâte de pouvoir montrer le prochain setup qui à mon avis va être très 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 cool. Nice. Après le déménagement, ça du coup. Après le déménagement, obligatoirement. Je pourrais pas le faire ici. Ok, ouais. Cool. Une question un petit peu où on a peut-être un peu parlé. Qu'est-ce que c'est un moment dans ton stream où tu t'es senti chanceux et un moment où tu t'es senti malchanceux sur le stream ou sur Twitch d'une manière générale, quoi. Est-ce que toi t'as eu un rapport comme ça avec la chance ou finalement ça t'a pas impacté? Alors malchanceux, j'ai une bonne anecdote. Moi je me considère pas malchanceux. D'accord. Mais Orman je pense qu'il endort toujours pas de la nuit. Chanceux, alors pour l'instant j'ai pas de chanceux dans la tête. Ouais. Malchanceux. Malchanceux. Alors c'est plus parce que l'anecdote me fait rire. D'accord. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment, même sur le moment, j'ai explosé de rire. Et ça m'a pas du tout, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ouais. Je dis bon. C'est un soir où je voulais streamer, je streamais de la musique ce soir-là. J'ai Ormain, mon coloc, qui me fait j'essaye de nouveaux horaires de stream je me cherche un peu, peut-être que le matin c'était pas bien, que l'après-midi c'était pas bien. Du coup, là, cette nuit, j'aurais bien voulu essayer de streamer le soir. Est-ce que ça te dérange pas si je stream ce soir? Ce qui inclut le fait que moi, du coup, je ne stream pas parce que
Parce qu'il gueule quand il stream et que moi je gueule quand je fais de la musique, donc à un moment ça a créé une sorte de chaos sonore qui va pas être jouable. Et moi je lui dis ouais non, il y a pas de souci, t'inquiète. Puis du coup moi je me pose et puis je vois qu'il y a la comment ça s'appelle la Game Award. C'est le soir de la Game Award, j'ai complètement zappé. Du coup je regarde la Game Award avec MV parce que quitte à regarder la Game Award, autant la regarder drôle. C'est sûr. Je regarde le truc, lui il fait des pauses régulièrement et à un moment il fait une pause et sa pause tombe avec. Alors non, il y a MV qui finit, lui il est en train à prendre, il fait un raid à Atomium. Et pas très longtemps après, donc Romain fait sa pause, donc t'imagines MV 15 000 viewers, Atomium 8 000 viewers, donc 15 000 plus 8 000 tout de suite, ok. Ouais. Et là d'un coup. Romain fait sa pause, il se met debout, il s'étire, et il est à côté de moi, il regarde la fin du commentary d'Atomium, et Atomium qui fait bon allez, on va s'arrêter là, vous savez quoi, en honneur de Mister MV, on va raid quelqu'un qui fait de la musique, qui va dans la catégorie de musique, qui fait putain, il y a 0 Français qui fait de la musique. Ah ouais. Voilà. Et là, Romain, il est devenu blanc comme un cachet d'ACBN, mais instantanément, genre. Ah merde. Genre. Je suis désolé. Et moi, j'étais mort de rire. Je lui dis, bah non, c'est pas grave. Et puis, ça aurait fait comme. En vrai, je savais très bien que ça aurait fait un truc, une hype pendant un soir. Et que ça se serait tassé. Mais ça m'a énormément fait. Il était là, genre, vas-y. Il prenait des objets qui étaient complètement absents dans les mains. Vas-y, stream, fais quelque chose. On prend des objets. Terrible. Merci pour le follow, Léopold. Ouais, mais c'était. C'était marrant. Mais voilà, c'est malchance, on va dire, le mauvais concours de circonstances, mais ouais, c'est pas du tout un truc qui m'a atteint. Ouais. Bon. Et puis finalement, comme tu disais, juste avant avec le raid de Samuel Etienne, un gros raid, c'est aussi des conséquences. Oui, c'est ça. C'est positif sur le moment. Après, il faut savoir qu'il y a un contre-coup à ça. Et plus le raid est gros, plus le contre-coup est dur. Ouais, c'est sûr. Une question sur ton rapport avec les viewers. Toi, comment ça se passe? Est-ce que tu mets une distance? Est-ce que tu les considères comme des potes? Ou qu'est-ce que c'est vraiment ton rapport avec les viewers? Alors, déjà, tout à l'heure, je me suis surpris à les appeler les viewers. J'aime pas les appeler les viewers. D'accord. C'est vrai que j'ai tendance à plus parler d'audience ou de spectateurs. Parce que qu'est-ce que ça change tendance... Ça change... tu sais, l'importance des mots. J'ai pas envie de les considérer comme du bétail. Comme des gens, tu vois, ou comme juste des chiffres. Il y a des échanges qui sont tellement profonds avec la plupart d'entre eux. Il y a des amitiés qui sont qu'avec Crésus, on a travaillé ensemble. Tu vois. On est devenus super potes et on n'a pas eu l'occasion de se voir IRL parce que monsieur est paumé dans la cambrousse. Mais on va se voir IRL au mois d'août. Ouais. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés. The Prims avec qui on a fait une soirée il y a pas longtemps en respectant les normes, c'est important. Les règles sanitaires. On a fait une soirée il y a pas longtemps pour la crémaillère de Wolf. Ouais. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés, des gens où on s'appelle quand parfois il y a des moments où je vais pas bien. Il y en a qui le voient sur le stream, ils m'envoient un petit message, ils me disent allez viens, on va en vocal, on discute un peu et tu dis ok, d'accord, on est là. Il y a des gens qui te soutiennent. Alors évidemment, il y a une distinction que tu fais entre les rencontres virtuelles et les relations que tu as IRL. Par exemple, mes potes que j'ai depuis 10 ans, on a voyagé ensemble, on a fait... on a connu des trucs de dingue ensemble. Bon voilà, c'est comme ma famille, et c'est sûr que c'est pas exactement pareil qu'une amitié virtuelle avec des gens que t'as jamais vus. Pourtant, j'ai des amitiés virtuelles qui sont très fortes, comme avec Saris, avec Crésus, avec le Beno. Enfin, le Beno, on s'est rencontrés, on a fini par se rencontrer, on s'est vu un paquet de fois, on a fait le Tour de France ensemble. Enfin, bon. Pas le vélo, hein, juste un tour du pays. Hein, et parce qu'on n'est pas sportif. Et
je suis pas du tout fermé à pouvoir me rapprocher de spectateurs, de gens qui étaient là, en tout cas à cette place de spectateurs, pour que ça devienne éventuellement plus, et des potes ou des connaissances plus poussées. Mais c'est sûr que voilà, sans les avoir vus IRL, tu te dis bon voilà, IRL, tu te dis bon voilà, d'accord. J'ai envie... Et t'as envie parfois de les rencontrer IRL, tu vois. Ok. Donc pour toi, finalement c'est un peu comme des potes, enfin des gens avec qui tu. Oui. La façon dont tu décris, ça me rappelle un peu les gens que je rencontrais sur WoW, quoi. Finalement, c'est pas comme des potes en vrai parce que tu les as pas connus en vrai, mais t'as quand même des échanges. Donc pour toi, tu fais pas trop de cas particuliers pour les spectateurs. Il y en a, il y en a certains qui sont un petit peu flippants, et il y en a certains qui sont un petit peu perturbants. Mais ça, pour le coup, c'est du cas par cas en fait. Vraiment du cas par cas. On a eu des trucs très chelous, très chelous, avec des jeunes spectateurs qui voient en toi une figure paternelle, et ça, c'est quand même très particulier. Donc, tu as des discussions avec ces jeunes-là pour leur expliquer que tu peux pas avoir cette place-là, que tu peux être là pour les aider, les soutenir, et que c'est cool si tu les soulages moralement quand tu es en stream, et que c'est cool pour eux. Mais on ne peut pas remplacer une figure paternelle ou maternelle, ou tu vois. Et on a déjà eu cette situation-là, moi et un autre pote streamer. J'en dis le moins possible, comme ça on évite de retracer les noms et de faire des enquêtes. Parce que je vous connais. Et on a eu aussi des trucs à l'inverse, des gens qui étaient hyper craignos, qui sont dangereux et que je considère vraiment comme littéralement dangereux, et qui parfois stream. Et que voilà, bon. Ouais, moi c'est ça qui me fait un peu peur avec les spectateurs, c'est que des fois ça peut être intéressé ou malveillant, quoi. Ouais, généralement, enfin, ça se voit vite, ou ça se voit en tout cas à un moment. C'est pour ça aussi que tu mets, enfin. J'ai eu un serveur de GTRP pendant un moment, ça a duré 4 ans, c'était un gros serveur. Ça a très bien marché. On a eu des 4 joueurs avec qui on a fait des rencontres IRL, on est parti en vacances pendant une semaine dans un chalet en Alsace, c'est eu plein de trucs cool. Et on a eu un gars, enfin on a eu plusieurs, il y a eu plusieurs cas de harcèlement sur les femmes contre lesquelles on s'est battu, notamment un qui harcelait level over 9000, tu vois. D'accord. Et on est allé jusqu'au procès parce que ça allait trop loin. Ah ouais, à ce point-là. On a accompagné la joueuse pour qu'elle dépose plainte et tout ça, et nous on était derrière pour la baquer, et on découvre que le mec il abusait de sa fille de 4 ans, et là tu te dis ok, très bien, et maintenant on doit dealer avec ça, très bien, et comment tu gères ça, tu vois, c'est sûr. Comment tu gères un mec, tu découvres qu'il est pédophile, et là tu te dis ok, il y a un procès pour ça, pas bien fini malheureusement parce que vice de procédure, et bon la loi fait que et souvent ces procès ça... on en a pas dormi pendant des semaines, laisse tomber. Comment tu gères le fait que d'un coup t'es une jeune spectatrice qui souffre de handicap, et qui d'un coup elle te demande si tu veux être son papa, et tu dis il y a des trucs qui se passent, mais il faut essayer de gérer ça au mieux. J'ai pas envie de les envoyer chier parce que on a tous un moment, des moments de vide dans notre vie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur Twitch qui trouvent du réconfort aussi, ou une sorte de havre de paix sur certaines chaînes, ou tu vois. Et j'en fais partie aussi. C'est sûr. Et c'est important de considérer que ce sont des humains. Si tu les considères pas comme même si tu n'arrives pas à voir ça comme des amis, comme tes amis IRL, c'est pas grave. Et puis la virtualité, c'est quelque chose. Et il faut faire attention parce qu'on connaît jamais vraiment les gens. Ce gars qui était pédophile, on était potes avant que je le sache. Mais voilà, c'est ça, comme dit Gargouille, il y a pas que les joueurs, les spectateurs qui peuvent être malveillants, c'est aussi les streamers, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu aussi cet exemple à donner. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu souvent, c'est que, il faut entre guillemets montrer l'exemple et montrer aux viewers qu'il faut qu'ils se protègent aussi, quoi.
et des streamers, même pas forcément des gros streamers, hein, Ah non, quelque carrément. part, j'en connais plus des plus petits, des plus modestes, on va dire. Mais modestes, mais eux le sont pas. C'est ça. Et qui, je trouve, sont malveillants, qui sont dangereux pour certains et qui sont des gros cons pour d'autres. Voilà. Bon, c'est des trucs que j'en fais pas des affaires publiques, ça me regarde, c'est mon point de vue. Mon point de vue, généralement, je me base sur des trucs qui sont plutôt. Enfin, je vais pas dire, je crois à ce que je vois, un peu, c'est-à-dire que tant que ça me concerne pas, je vais pas me baser sur des rumeurs. Mais effectivement, quand je vois qu'il y a des trucs qui se font, des propos qui sont tenus, des manières d'agir que je trouve carrément douteuses, je m'éloigne. Merci The Primus pour le follow. Je prends des distances et c'est bah non, en fait, ça va pas le ça va pas le faire. On va pas faire un drama. Ah voilà, bah en plus il y en a un avec qui on en a parlé il y a pas longtemps et c'est très bien de quoi je parle, hein. Salut The Prims. On parlait de lui, c'est avec lui que j'étais IRL il y a pas longtemps et qu'on buvait des coups il y a 2 semaines, 3 semaines. Ok. Ok. Ah oui, The Primus, fais attention, Viature est une intelligence artificielle, ce n'est pas une vraie personne. Ne te fais pas avoir. Ouais, effectivement, faut faire très attention aussi. Tous les streamers sont pas forcément, malheureusement, bien intentionnés, même si pour moi, j'ai envie de voir qu'un monde de bisounours, mais... C'est vrai. Ouais, le rapport streamer-spectateur est un peu complexe et c'est pour ça que j'aime bien avoir les avis d'un peu tout le monde. Un truc un peu plus positif. C'est comme la vie, en fait. Hein. C'est pas lié au stream ou à la création sur Internet. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est vraiment... Ça s'applique à tout dans la vie. Ouais. Non, mais c'est sûr. Et du coup, aussi ici. Forcément. Un truc un peu plus positif, qu'est-ce que c'est que tu rêves de créer sur Twitch? Si t'avais genre moyens illimités, contacts illimités, qu'est-ce que t'aimerais créer? Alors j'ai un projet. Ah. J'ai un projet. J'ai un projet qui est dans les tuyaux depuis un moment et qui est reculé et recalé aussi à cause du Covid. Qui va demander un certain investissement. C'est de faire un événement IRL. C'est la première fois que j'en parle publiquement. D'accord. C'est de faire un événement IRL dans une salle de spectacle, mais une salle de spectacle où tu as des tables et des tablés, tout ça, et les gens bouffent. T'as une scène où on fait de la musique avec les copains de la catégorie musique Twitch. Où on fait où le public est composé de gens de nos communautés. Sachant que mon métier c'est l'événementiel, que j'ai des gens pour faire de la technique, que j'ai des contacts pour avoir des salles, je me dis il y a moyen de faire un truc et de s'arranger et de faire un truc qui soit en plus complètement streamé avec des écrans sur les murs, avec le chat, j'en sais rien. Mais faire un gros événement musical avec une espèce de concert interactif qui est à la fois avec une partie de l'audience sur Twitch et qui en plus est diffusé sur Twitch. Ok, carrément. Avec de la musique, donc toi c'est plutôt la fiesta quoi finalement. Ouais, faire un truc où on se retrouve et la musique c'est un bon la musique c'est un bon moyen parce qu'effectivement aussi faire du just chatting, tu montes sur la scène et tu fais du just chatting, ça n'a pas de sens. C'est sûr. Et faire une petite setlist avec des streamers musique qui on est copains et faire une soirée parce qu'en plus on a des gens qui s'intercroisent dans nos communautés. Que ce soit une excuse pour plein de gens et d'autres streamers de venir et qu'on se fasse une IRL et avoir des potes aussi qui ont des groupes et pour remplir la soirée, comme ça on est tous ensemble à un moment à boire des coups et à faire une bonne soirée quoi. Ouais, j'avoue, ça a l'air sympa. Ok. Est-ce que t'as un souvenir qui est particulièrement bon sur tes streams? Un truc feel good qui te fait plaisir quoi. Il s'est passé plein de trucs vraiment cool sur mon stream. Bon déjà les moments un peu cool qu'on a vécu, genre le coup de l'avion qui passe devant la lune en plein stream, le coup de on arrive à voir j'ai pas vu le clip, Dragon que je suis avec ma caméra et qu'on a réussi à voir en vrai en stream, c'est des moments pour moi qui sont inoubliables. Des gens qui d'un coup m'ont retrouvé, avec qui j'avais perdu contact depuis des années, qui m'ont retrouvé par hasard en se baladant sur Twitch.
Trop bien. Genre, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, je sais pas qui t'es, je reconnais pas ce pseudo. Et il me Ah dit, ouais? mais regarde, si, il m'envoie un MP, il me dit c'est machin. Et dans ma tête, ça explose complètement. Je me dis, quoi? Ouais. Euh, Ce genre de truc-là. Mmh. Et un moment que j'ai trouvé fort aussi, qui était juste ultra mignon, c'est un matin, il y a un pseudo qui s'appelle. Oui, il y a marqué Gargouille dessus qui pop, comme ça, qui dit bonjour un Ouais. matin, et qui me dit cet après-midi, je me marie. Et je Trop bien. trouve ça. Tu sais, ça fait des années qu'elle me suit. Ouais. Et d'un coup, elle me dit je me marie. Et moi, je suis là, genre, ouais, c'est trop cool. Et elle me Trop dit bien. on va faire ça à deux, je crois, enfin, ou un tout petit comité. Est-ce que tu voudrais pas nous faire notre musique de mariage là? Et Trop du coup, cool. elle m'a demandé de jouer Space Oddity. Et il y a eu ce moment un peu. C'était pas Space Oddity comme je l'avais joué les autres fois, c'était dans le contexte du mariage de Gargouille et son mari. En étant sur mon stream, et tu te dis, ok, il s'est passé un truc trop cool. Ouais, 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 carrément. Tu vois, c'est ce genre de petites choses que je trouve Mmh. vraiment Ouais. folles, quoi. Des moments un peu de sincérité et d'authenticité, Ouais, quoi. et c'est tellement improbable, tu vois. C'est vrai, ouais, Euh, aussi. C'est vrai. ouais, et Ouais. Gargouille qui était là, je sais pas si elle est toujours là. Ouais, elle était là tout à l'heure, ouais. Et ok, je voulais parler un petit peu du caritatif parce que tu as fait beaucoup de choses dans le domaine du caritatif. Mhm. Déjà, comment ça se fait? Comment est-ce que c'est parce que c'est un Alors, domaine qui te touche beaucoup? C'est j'ai des commencé à faire occasions? du caritatif, je devais avoir 15 ans. Ouais, Je faisais des trucs avec le Secours Pop. On faisait des récoltes de fonds dans des clubs de vacances où on allait nettoyer des bagnoles, on allait faire des ouais, trucs, on faisait plein de trucs pour récolter des fonds. Euh, on avait plein d'actions dans ce genre-là. Je filais des coups de main dès qu'il y avait des trucs. J'avais des ouais, potes qui étaient dans des assos. Et à un moment, bon, quand j'ai vu qu'on pouvait en faire sur Twitch, je me suis dit, bah attends, c'est une bonne manière de pouvoir continuer à faire des trucs sur Twitch. Surtout que moi, j'avais pas forcément le temps de pouvoir me mobiliser à d'autres endroits. ouais, Alors que c'est quelque chose que je faisais. Enfin, ouais, je commençais, j'avais 15 ans, quoi. Et il y avait le Desert Bus de l'Espoir qui était composé de gens qui bossaient à No Life, ouais. comme Florent Gorge, notamment, Mhm. et qui n'est plus dans l'assaut aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, moi j'étais là pour filer un coup de main en fait en technique. Et il y a plein de causes que je trouve très très cool en caritatif. Moi, ça me coûte pas grand chose de venir sur un événement caritatif et filer un coup de main. Généralement, en plus, on fait ça avec des copains, donc c'est forcément un moment cool. Ouais, Euh, Et en plus, tu soutiens une cause, tu vois. Moi, je c'est suis pas sûr. forcément sur le devant de la scène dans ces moments-là, je suis plutôt derrière. Et ça me va très bien. Donc en qualité de tech Ça m'a... audiovisuel ou... Ouais, tout à fait. Ça m'arrive Ok. aussi d'apparaître, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est toujours cool de pouvoir participer de plusieurs manières différentes, parce que du coup, si Mhm. j'apparais, il y a des gens qui me suivent, qui viennent et qui contribuent aussi à la cause, donc c'est cool. Ouais. Mais après, je fais très attention aux événements auxquels je participe. Je participe pas à n'importe quel événement, et surtout, je fais pas tous les D'accord. événements parce que j'ai un métier aussi, il faut que je Ouais. bouffe. Et Et que c'est beaucoup d'énergie de travailler sur mhm. l'organe d'un événement. Comment tu choisis les événements auxquels tu participes du coup? Alors, aujourd'hui, je me limite beaucoup, notamment à une association qui s'appelle Besoin Numérique et qui donc organise le Desert Bus. Ouais. Parce que je les connais, je connais leurs valeurs, je connais les membres, je sais comment ils fonctionnent. Et pour moi, c'est une asso qui est full clean, qui partage énormément de choses avec moi, avec qui je m'entends extrêmement bien et avec tous ses membres. Et aujourd'hui, je fais partie des membres actifs dans l'organisation d'événements aussi. D'accord. Enfin, je suis plus la partie technique, hein, toujours. Moi, je Ouais. m'occupe surtout de cette partie-là. Quand je peux faire participer des gens que je connais, je le fais. Là, on fait un événement la semaine prochaine. Alors, c'est avec mes étudiants du Gaming Campus. Donc, pour moi, la question ne se pose pas trop. C'est mes Mhm. étudiants. Donc, Ouais. forcément, moi, je leur file un coup de main. Est-ce que tu veux en On parler a un mis peu justement de Alive? on, on peut en parler, ouais. Ouais, Ça si tu veux s'appelle Live, donc présenter. c'est pour soutenir la fondation Analgesia. C'est
un projet qui va permettre à une bonne trentaine, quarantaine d'étudiants de valider leur stage ou leur étude pour ceux qui sont en dernière année, sur tous les pôles, com, market, création artistique, donc les graphistes. Il va y avoir il y a un pôle animation, il y a un pôle, il y a pôle gestion de projet, pôle prod dev, pôle dev. Donc ça fait bosser énormément de gens de toutes les spé de l'école du Gaming Campus de Lyon. Donc dans le côté pédagogique, ça me plaît. Je trouve ça super cool. Dans le fait de pouvoir mettre... on a mis le loisir numérique dans la boucle pour toute la partie associative et gestion de projet. Donc tu vois, ça se recroise. Donc oui, évidemment, je suis à fond dedans. Et c'est même pas juste est-ce que j'y participe ou pas. C'est évidemment, c'est des étudiants à qui je donne des cours. Donc évidemment, je suis là. Il y a le Desert Bus qui est donc le loisir numérique. Il y a d'autres événements qui se font avec le loisir numérique comme Covideo Games qu'on a fait pendant le Covid. Il y avait le Gaming Solidaire à Bruxelles qui est aussi le loisir numérique. Donc voilà, c'est toutes les actions en fait de l'asso dans laquelle je suis. Je faisais partie de Geek Drasil. D'ailleurs, c'est vrai que ça n'a pas encore été annoncé, mais j'ai quitté Geek Drasil récemment, pas pour des raisons de on s'entendait pas ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment juste une question de temps aussi et d'investissement. Et pendant toute la période où j'étais dans Geek Drasil, j'ai pas pu m'investir suffisamment, comme je l'aurais voulu en tout cas, malheureusement. C'est une super asso et faut aller les soutenir. C'est des gens super cool qui sont dedans. C'est juste que j'estimais que j'avais pas du tout assez de temps à y consacrer puisque c'est en stream et en ce moment déjà comme je galère à pouvoir faire des streams déjà pour moi, prévoir des trucs sur un calendrier, c'est compliqué avec mon métier où du jour au lendemain je peux avoir une mission quoi. Donc j'ai dit voilà, ce qu'on fait c'est que plutôt que d'avancer le fait, je fais partie de l'association ou parce qu'on n'est pas nombreux, donc tu vois, tu dis ok, voici les membres de l'asso et ça me met en avant et moi j'aime pas ça, surtout si je suis pas investi dedans, tu vois. Donc ça met les choses un petit peu dans l'ordre pour moi et c'est pas pour ça que je vais pas leur filer un coup de main le jour où ils font un événement IRL et qu'ils ont besoin d'un coup de pouce parce que c'est des potes. Donc voilà. J'ai fait d'autres événements caritatifs qui j'avais rejoint d'autres assos, ça s'est plus ou moins bien passé. Ça permet aussi de se dire qu'il faut faire attention aux associations que tu rejoins parfois, et parfois c'est difficile de savoir. Et voilà, justement, dans le caritatif, il y a un côté un peu obscur, avec des fois des choses qui se passent pas très bien. Est-ce que toi, tu as des astuces pour essayer de repérer ça un peu en amont? Et si tu es quelqu'un qui n'a aucun contact et qui a quand même envie de faire du caritatif, comment s'y prendre pour pas tomber dans les mauvais plans finalement? Malheureusement, quand il y a des mauvais bails, c'est difficile de le savoir. L'association, cette association-là, qu'on nommera pas, dont j'ai fait partie et où ça s'est pas bien passé, on s'est barré sans faire un mot parce qu'on voulait pas que ça devienne enfin une affaire publique. C'est une autre équipe qui plus tard s'est barrée et qui l'a ouvert. Effectivement, là, les gens se sont rendus compte de certains trucs. Les choses à faire quand vous vous posez la question de est-ce que ça vaut le coup, c'est poser des questions à des gens qui ont probablement déjà collaboré avec cette association pour savoir comment ça se passe. Si vous connaissez des gens qui sont dans l'asso, vous connaissez des gens qui connaissent des gens dans l'asso, n'hésitez pas à demander des retours. Et c'est même pas une assurance parce que pendant un moment aussi on était persuadé que c'était vachement bien, donc il y a le fait de se renseigner sur les réseaux sociaux, voir les sites, voir comment ils fonctionnent, est-ce que l'argent va directement à l'association, c'est important. Quand vous faites un don pour une association, pour un événement, l'argent ne doit jamais transiter par les mains de la personne qui récolte, ça va directement à l'association. Ok. Il y a ou alors quand c'est des arrangements comme Geek Drasil, ça fonctionne différemment aussi. Ils récoltent de l'argent qu'ils reversent ensuite, mais ils sont transparents par rapport à ça. Si ce n'est pas dit, c'est chelou. Si vous l'annoncez dès le départ, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et il ne faut pas hésiter à aller leur poser des questions, savoir comment ça se passe, pourquoi. Parce que ça se trouve, il y a des raisons aussi. Donc voilà, faut toujours bien se renseigner là-dessus. S'ils soutiennent une association, faut pas hésiter à se renseigner sur les associations qu'ils soutiennent.
Si vous ne les connaissez pas, bon, parfois ça va être des grosses assos genre UNICEF, bon, voilà, on connaît tous UNICEF. Voir qui participe, quels sont les noms des streamers qui participent, est-ce que c'est des gens que vous appréciez, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, par exemple, ce genre de choses-là. Mais effectivement, c'est pas une garantie à 100% de tomber sur un truc qui est clean. C'est compliqué de savoir vraiment, et il faut se rassurer sur le fait que dans la majeure partie des cas, évidemment, heureusement, c'est clean. Parfois, ça va être des erreurs de gens qui savent pas bien organiser des événements et qui vont pas faire les choses bien. Pas de gens qui sont forcément mal intentionnés. Mais il peut y avoir des gens mal intentionnés. Autant des gens qui ont envie de profiter de la fame parce que faire un truc caritatif, il y a de la vue, il y a du monde, et en plus, ça te donne une bonne image. Donc ça, c'est la deuxième raison. Redorer son blason quand que tu veux dire, voilà, monsieur participe à des événements caritatifs. T'as le fait de se placer, d'avoir des rôles, de pouvoir se dire ok, il y a peut-être moyen de gratter, de gratter des trucs, genre des giveaways, du matos, des thunes. Tu te dis voilà, bon là ça commence à devenir vraiment craignos. Je persiste à penser que on peut faire des trucs vraiment cool sur Twitch, de manière générale dans le caritatif, et pas avoir à se poser la question. C'est-à-dire que maintenant, j'en viens parfois à me poser la question de est-ce que les gens vont pas penser parce que je fais du caritatif que je suis opportuniste là-dessus. Et je me dis, mais à quel moment est-ce qu'on se pose cette question-là, tu vois? C'est vrai on vient à se dire, est-ce que je devrais pas faire moins d'événements caritatifs? Vous vous rendez compte de l'absurdité de la réflexion quand même. C'est sûr. Et la réponse c'est non. Donc effectivement maintenant je fais plus attention avec qui je le fais. Donc loisirs numériques, il n'y aura jamais aucun problème. Pour mes étudiants ou des potes, par exemple j'ai des potes qui font un événement qui s'appelle l'Armagéddon. J'ai full confiance en eux. Leur premier événement ça s'est vachement bien passé. Ils m'avaient proposé d'y participer, j'avais pas le temps malheureusement. Mais il n'est pas exclu que j'y participe à un moment. Mais après généralement sur les événements caritatifs on va plus me retrouver derrière la caméra que devant. Parfois on va me voir devant. Mais je vais plus filer des coups de main en technique parce que c'est souvent les endroits où ça pêche et c'est comme ça que je peux contribuer, en tout cas le mieux, à un événement. Par exemple, le live, on va probablement me voir. Mais voilà, il y a Bakared, il y a Ichou, ils font de la musique, je fais de la musique. À un moment, il y a des périodes de stream on va faire peut-être de la musique sur le live parce que ça nous démange. Mais voilà, on verra ce qui se passe. D'accord. Mais faites attention quand vous soutenez des trucs caritatifs. Ok. Est-ce que tu as un bon souvenir en particulier sur le caritatif? Un truc qui t'a marqué, que tu voudrais raconter? Une bonne anecdote? J'en ai plein. J'imagine. C'est ça qui est bon avec le caritatif. Des Airbus, il se passe tellement de choses entre les moments où t'as un gars en régie qui... dans les techos qui craque son fut parce que on faisait une photo en position commando Guignou parce qu'il y avait Brigitte Lecordier qui était là et qu'on a affiché derrière elle sur un écran où on était tous, tu sais, dans les positions et lui en faisant sa position il a craqué son fut, du coup on a réparé son fut avec du gaffeur, du coup il a passé tout le week-end avec du gaffeur partout sur le cul et sur la jambe pour pouvoir refermer le trou qui s'était tendu jusqu'à son genou. C'est des trucs cons, tu vois. T'as des moments où c'est drôle qu'il se passe beaucoup de choses des Airbus parce que justement le concept du jeu c'est d'être le plus chiant possible. Mais tout le monde est rassemblé au même endroit. C'est une excuse pour se rassembler. À un moment on est là, t'as Bat et Gaël qui sont là et ils ont un défi, enfin ils ont un gage pour un truc qu'ils ont chopé. C'est un truc que tu tires dans un chapeau. Et c'est de rester 5 ou 10 minutes tout seul sur le plateau, donc tout le monde se barre du plateau, donc ça veut dire que déjà t'as 30 personnes qui se lèvent. Et c'était avant le Covid, hein. Je précise quand même. C'est bien de le préciser, qui se lèvent et qui se cassent et qui vont de l'autre côté du bâtiment, donc ils sont littéralement tout seuls dans le silence. Et là où t'en as certains qui commencent à s'allonger sur les fauteuils, à bouger des éléments du décor, tout ça, eux qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur les PC de la com et sur les PC de la logistique et ils vont sur tous les comptes Twitter et ils postent des conneries. Terrible. Et là, tu te dis, ok, et c'est des génies. Et des trucs pas méchants évidemment parce qu'ils sont pas cons. Mais tu vois, il se passe des trucs. À un moment, on a un dinosaure qui débarque, un dinosaure gonflable avec quelqu'un qui est dedans.
et qui débarque sur le plateau, et t'as Lutti qui prend sa blazer, qui lui défonce sa gueule, et dedans, bon, c'était une jeune fille qui était dedans, qui faisait partie de l'assaut. Oui, il lui a pas fait mal. Mais sur le moment, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et bon, c'était extrêmement drôle. En plus, on est descendu avec le T-Rex dans le bâtiment. On est allé voir le PC sécurité qui a paniqué parce qu'il disait non, mais je ne fais pas ça. Il y a eu des trucs même à côté de l'événement qui étaient très drôles. Il se passe toujours des trucs sur les événements. Ouais, c'est sûr. Quand tu réunis des gens qui s'entendent bien, c'est. Même sur les événements de manière générale, mais sur le caritatif, tu as ce côté où t'es pas là à faire un truc pour un client, tu vois, où tu dois te tenir, être carré. On est là, mais on est là aussi pour s'amuser, quoi. C'est vrai. Mais alors, du coup, ça doit être un peu un crève-cœur de devoir choisir, faute de temps. Bon, t'étais obligé, mais ça doit être un peu difficile de choisir les assos pour lesquels. Complètement. Déjà, c'est un crève-cœur de se dire faut choisir les assos parce qu'il y en a qui sont pas fiables. Déjà, ouais. Déjà, c'est un truc que tu t'anticipes pas, ça. Ouais. Quand tu vois qu'il y a des abus au niveau des thunes, des abus au niveau du harcèlement moral, du harcèlement psychologique, qu'on est là, qu'on te demande de t'investir dans l'association, alors que tu as un boulot à côté et qu'on te reproche de pas donner assez d'heures pour l'association. Ouais. D'ailleurs, conseil, si vous rentrez dans une asso et que vous êtes bénévole, personne ne vous paye. Si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Si vous ne savez pas faire des choses, vous ne savez pas le faire. Vous n'avez jamais aucune obligation envers une association tant que vous êtes bénévole. C'est important de le rappeler. C'est de votre temps, c'est du temps que vous donnez à une association. Vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, d'ailleurs, pour soutenir une cause. Vous pouvez donner de votre temps. Et ça marche. Mais jamais personne n'a le droit de vous réclamer quoi que ce soit. Ou de vous reprocher, en tout cas, pour vous demander de faire des choses. C'est-à-dire que quand vous êtes là et que vous dites, OK, qu'est-ce que je fais? Et que quelqu'un vous dit, bah, fais ça. Oui, bon, voilà. Il ne faut pas prendre les trucs au pied de la lettre. Mais personne n'a le droit de vous reprocher de ne pas avoir fait ou de ne pas pouvoir faire quelque chose au sein d'une association. Et déjà, ça, c'est les premiers signes d'un truc qui va pas. J'avoue que ça, c'est pas mal. Ok. Je voulais parler un petit peu après, si t'as encore du temps, de Gaming Campus. Du coup, tu y donnes des cours, toi? Tout à fait. C'est des cours de quoi que tu donnes? Alors, je donne des cours de production streaming. Ouais. Donc, je vais leur apprendre à gérer un stream, mais pas à gérer un stream quand tu es tout seul devant ta caméra. Bon, évidemment, on passe devant, donc je leur explique aussi. Mais comment faire une prod en multicam pour un client qui dit, voilà, demain, je veux mettre en avant mes cartes graphiques, mes manettes, mes fauteuils gaming, n'importe quoi, on s'en fout. Comment tu fais une production, comment ou avec une problématique de voilà, il faut capter ça, il y a ça à filmer, il y a ça à transmettre, il y a des gens en distanciel, il y a des gens qui sont dans une arène là-bas, il y a des gens qui font du talk sur un canapé ici. Comment est-ce que tu prévois techniquement la chose pour que tout rentre, pour que ça fonctionne, pour que ce soit fluide? Comment tu gères les logiciels qui sont nécessaires pour pouvoir le faire, ou la machinerie, parce qu'on n'est pas obligé de passer par des logiciels, hein, ça peut être complètement hardware. Donc je leur apprends à se servir de tout ça, à comprendre le streaming, les protocoles, les plateformes, qu'est-ce que c'est que le streaming, les formats, parce que nous, les streamers, ils streament, ils envoient un truc, ils s'en battent les couilles. Enfin, on envoie ce qu'il y a dans la case de OBS, quoi. Voilà, mais il y a des trucs qui sont un peu plus compliqués que ça. Et je les forme aussi sur After Effects. D'accord, ok. Donc de l'édition, non, c'est de l'animation. C'est de l'animation, du graphisme animé si on veut, et du compositing. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, à Gaming Campus, là c'est la première année que je fais avec eux. J'ai commencé à donner des cours il y a longtemps. Il y a peut-être 2011, ça va faire 5-6 ans que j'ai commencé à donner mes premiers cours en classe, et d'ailleurs des cours particuliers. Je faisais des formations aussi pour des professionnels dans le cadre de la formation continue avec des boîtes qui, elles, récupéraient par exemple les CPF et les machins, ces trucs-là, et moi je t'ai payé après. Donc c'est des boîtes qui proposaient des formations. Des gens demandent, ouais, j'ai besoin d'être formé pour ça. Tu sais faire ça? Ouais, hop, on envoie. Trop bien. Ouais. Ok, cool. Et ouais, du coup, toi, les cours, c'est quelque chose qui te plaît? La transmission? Bah ouais, il y a plein de... Je suis un gros passionné en fait de ce que je fais. Je sais que j'ai plein de connaissances dans ce domaine-là, et autant même théorique, c'est-à-dire que je suis un gros nerd.
Donc quand je vois un codec, j'ai besoin de savoir comment il fonctionne, donc je vais lire le livre blanc, je vais lire comment sont encodées les images, comment sont encodés les pixels les uns par rapport aux autres. Donc c'est vraiment des trucs, ça m'éclate, voilà. Et c'est des trucs que les gens connaissent pas bien et que malheureusement il y a des bases qui devraient être maîtrisées par tout le monde dans le métier, et c'est pas du tout le cas. Et pour moi, le savoir et les connaissances, c'est des choses qui sont pas là pour que tu dises moi je sais et toi tu sais pas. C'est un truc qui est là pour être partagé et te dire tu ne sais pas, eh bien écoute, je vais t'expliquer. C'est une belle façon de penser, je pense, Et donner des cours, c'est la manière la plus directe, si tu veux, de pouvoir transmettre du savoir. Et oui, le Gaming Campus est au-dessus du Lidl, en fait. Le Lidl est au rez-de-chaussée, le Gaming Campus est dans les étages. C'est ça, je me demandais ce qui se passait. Ok. Et du coup, quand tu cherches l'école, tu vois Lidl, du coup tu me dis c'est une école Lidl. Mais non, c'est très très bien. T'as une formation ou fais une formation pour donner des cours, ou c'est quelque chose qui est assez naturel pour toi? Alors une formation pour donner des cours, non. Si tu veux, quand je sais ce que je dois enseigner, je me fais un plan logique de ok, le but c'est qu'ils arrivent là, donc faut qu'on parle de ça. Et du coup, on va en parler dans ce ordre-là, parce que sinon ils vont rien inviter. Si tu fais pas les choses dans l'ordre, c'est un cauchemar. Et c'est sûr. Et déjà, même quand je donnais des cours, je filais des coups de main à certains endroits pour pouvoir filer des coups de main aux autres étudiants. Donc j'ai déjà, si tu veux, cette approche un peu pédagogue dans plein de contextes. J'ai beaucoup de gens à servir de leur PC, et souvent des personnes âgées. Donc quand tu essaies d'avoir la pédagogie pour apprendre à mamie à se servir de Skype, tu vois. Donc je sais que j'ai cette partie, j'arrive à transmettre ces trucs-là. D'accord. Ça fait partie, tu vois, c'est quelles sont tes qualités, j'en connais pas beaucoup, je sais que j'arrive à expliquer des choses aux gens. En tout cas, à traduire des trucs qui sont complexes à des gens qui sont pas du tout initiés. La vulgarisation. Voilà. Ok. C'est vrai qu'il y a un mot pour ça. Écoute, ça tombe bien, parce que pour finir, je voulais parler un petit peu justement de vulgarisation et d'astro, que t'aimes beaucoup. Donc toi, c'est un sujet que l'astrophysique, c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, mais t'as pas pu faire d'études dedans, c'est ça? C'est ça. Et c'est ça, parce que j'ai changé d'école en cours d'année, on m'a bloqué pour ça. D'accord, oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais. Et ok, donc toi, qu'est-ce que c'est qui t'intéresse le plus finalement dans l'astrophysique à l'heure actuelle? Alors, l'astrophysique, c'est vraiment le côté, physique, scientifique de la chose. C'est vraiment, je suis passionné d'astrophysique, d'astronomie. C'est-à-dire que je sais pas, pour moi ça me paraît de comprendre. En fait, je suis toujours dans cette quête de comprendre les choses. J'aime bien comprendre les choses. Comme je t'ai dit, quand je vois un nouveau codec qui sort, t'es là. Alors ma meuf, elle me fait des remarques là-dessus, que genre, je suis passionné par les câbles et par les trucs de nerd. Genre, un moment, je vois un article qui a marqué et le XAVCI vient de sortir. Bon, c'est il y a quelques années. Du coup, tout le monde s'en bat les couilles. Moi, je suis hypé de ouf. Voilà. Genre une nouvelle version du XAVC, mais c'est trop bien. Regarde, maintenant il y a des iframes qui sont gérés. Bon, voilà. Donc j'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses, et j'aime bien, par extension, comprendre comment fonctionne le monde dans lequel on est, l'univers. Et ma passion pour les sciences, déjà, elle vient de là, et notamment la physique et l'astrophysique, parce que c'est juste. Au-delà, c'est là où on a tout à apprendre en fait encore. Et te dire, on est on est un grain de sable dans un univers qui est infiniment grand. Ok, il y a des trucs à découvrir. Je comprends pas comment c'est pas passionnant en fait. Il y a des gens qui me disent je m'en bats les couilles. Bon ok, je comprends. Enfin, je comprends. J'accepte. Mais j'accepte pas beaucoup. Enfin, je me dis mais comment tu peux mais il y a tellement de choses, lève les yeux, tu vois, il y a plein de points, et un point, c'est plus gros que notre Terre, déjà, n'importe lequel. Enfin, je sais pas, je trouve ça juste hyper passionnant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et explorer ces trucs-là.
C'est parce que nous, on voit on le voit en plan 2D, genre c'est une carte. Mais à partir du moment où tu commences dans ta tête à comprendre qu'il y a une profondeur à ce truc-là, tu te dis, ok, voilà, c'est l'enfer. C'est vertigineux. Il y a trop de trucs. Ok. Et du coup, sur tes streams, tu fais pas mal de. Enfin, tu faisais avant le Covid des streams d'observation du ciel et tout ça. Ça, niveau technique, ça doit être vraiment dur. Alors, déjà, au niveau captation d'images, faut déjà avoir capté des images pour ça. Fais de la photo, fais de la vidéo. Alors, surtout que j'essaie de le faire en vidéo, parce que l'astrophoto, j'en ai fait, c'est déjà pas évident. Il y a Crésus qui s'y est mis aussi, et je pense qu'il a saigné du nez un peu au début. Ouais. Il y a énormément de problématiques techniques à comprendre, autant techniques à comprendre, autant électronique que mécanique que optique. Puis il faut avoir aussi un matériel qui soit adapté. Alors tu peux le faire avec plein de choses de l'astrophoto, mais c'est vrai que plus tu as un matos adapté, ça marche. Hein, là-dessus, je veux dire, on est sur une logique 1 + 1 = 2. Ouais. Plus c'est adapté, plus ça marche. Voilà, ce sera ma citation du genre. Et en fait, les observations que moi je faisais tout seul, je suis pas. J'ai des connaissances qui sont pas. En fait, j'ai des meilleures connaissances en astrophysique qu'en astronomie. Et cette constellation, c'est quoi? Je vais me dire, ok, et puis je vais sortir une carte du ciel pour parce que je les connais pas toutes. Genre, il y en a plein que je connais. Mais je les connais pas toutes, et j'ai pas de problème avec ça, et même s'il y a des gens qui me disent ouais tu vois tu connais pas tout, bah oui mais je suis pas... tu peux pas tout connaître par cœur. Voilà, je connais pas tout, moi je m'en fous. Mon plaisir c'est de regarder les étoiles, déjà, rien que ça. Et regarder les étoiles avec d'autres gens, et de poser, et je sais qu'il y a plein de gens qui ne sortent pas de chez eux pour regarder les étoiles, qui ne pensent pas à lever les yeux vers le ciel alors qu'elles sont tout le temps là, tous les jours de l'année. Hein. Bon quand il y a des nuages, on a dans le cul, mais... mais elles sont tous les jours là et on les regarde pas. Et te poser, et il y a plein de gens aussi qui sont en ville et qui ne peuvent pas en voir beaucoup. C'est sûr que la ville c'est compliqué. Et là d'un coup sur leur écran ils se posent avec d'autres gens, ils se posent avec une musique tranquillou, tu regardes les étoiles et tu discutes de trucs. Tu discutes de comment ça se passe, tu te balades dans les étoiles, et puis on fait un point sur l'actualité pour savoir un petit peu comment on avance dans la recherche, dans l'exploration spatiale, Mars actuellement. Et voilà, c'est du partage encore. Ouais. Je me rappelle, pendant ma thèse, j'avais participé à une soirée d'astronomie en bordure de Toulouse, là. Et donc il y avait rien du tout, il y avait des passionnés qui avaient ramené leur télescope, et on avait pu voir Saturne avec les anneaux de Saturne. J'avais trouvé ça tellement fou de voir les anneaux de Saturne. Attends, je le vois avec mes yeux, là, c'est... Je trouvais ça trop cool. C'est dingue. Pour la fois que tu vois Saturne, il se passe un truc. Et avec un peu de chance, on pourra voir Saturne un jour sur stream. On a vu Saturne en point, mais j'aimerais bien vous montrer l'anneau de Saturne. Et ce qu'on a vu en stream, c'est Jupiter et ses lunes, avec un gros point et des petits points à côté. Stylé. Ok, bah écoute, on arrive à la fin. On arrive à 2 heures, c'est cool. C'était vraiment chouette, merci encore d'avoir accepté. Merci à toi pour ton invitation. Avec plaisir, toujours cool d'inviter des gens trop inspirants. J'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, pas du tout, c'est nickel, c'est trop bien. Et je sais qu'il y a des moments où je me suis mis à parler, je me suis plus arrêté. Mais... Ouais, mais c'est parfait, c'est nickel. C'était intéressant tout du long, sache-le. Je te remercie encore une fois, du coup, et puis à bientôt. À bientôt. Et merci encore. Des bisous avec tout le monde. Boubouille. Et ne léchez pas les barres dans le métro. Bien vu. Intéressant. C'est pas important. Très bien vu déjà de base, et c'est pas ouf. C'est pas agréable non plus, je crois.